Bonsoir à toutes et bonsoir à ceux qui nous regardent. On est heureuse d'organiser du coup cette rencontre intitulée Woman Clan sur les collectifs d'artistes femmes, hip-hop et du slam. On s'excuse pour l'annulation du 13 février. Voilà, on a eu un petit problème technique ce soir. On est content de pouvoir le faire et d'être en direct avec vous. C'était important aussi d'être en direct pour pouvoir, pour qu'il y ait des échanges et des questions qui puissent être posées par le public. Donc, voilà, si vous regardez le direct sur Facebook, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans le direct, dans les commentaires, et elles seront posées à la fin aux intervenantes. Donc, ce soir, on a le plaisir d'avoir comme invité sur le plateau Sarah Essaoui du collectif One Nation, Fatou San du collectif Fly, Lisette Lombé du collectif El Slam et Catégorique qui a organisé le Biggest Female Cypher. Merci à toutes d'être là. On avait envie ce soir de parler des collectifs de femmes et également de parler de la question, de répondre à la question pourquoi et comment est-ce qu'on se rassemble, qu'on s'inspire, qu'on se renforce aujourd'hui, sachant que ça reste une plus-value de réussir à travailler collectivement actuellement et surtout d'où vient cette puissance qui peut exister dans ces collectifs et notamment d'où vient, comment vous mettez en place cette transmission qui a lieu dans les collectifs. Donc voilà, je le répète encore pour les personnes qui viennent d'arriver sur le live, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et elles seront traitées à la fin. Je vais introduire maintenant Rosa Gasquet, qui est ma collègue de chez Les Arts Urbains. À toi, Rosa. Oui, je voulais juste donner un petit focus historique. C'est vrai que les collectifs de femmes dans le hip-hop, c'est pas nouveau. En fait, il y en a toujours eu, même si on n'est pas au courant ou qu'on en a oublié certains. Alors, vous m'aiderez à en retrouver, mais que ce soit les premiers groupes de rap féminins avec Sultan Pepa dans les années 80, que ce soit au niveau de la danse, par exemple les Swaggers avec Marion Motin, qui a quand même bien tourné, qui a quand même bien marqué son époque. Peut-être on en parlera sur la danse. Plus récemment, il y a ce collectif autour de la rappeuse Aquanaru, un collectif qui s'appelle The Keepers. Peut-être tu es au courant, Fatou, peut-être tu en as entendu parler. Oui. C'est un collectif de femmes afrodescendantes et elles se sont données comme mission, comme but, de montrer que les femmes ont toujours été présentes dans la culture hip-hop, qu'elles l'ont soutenue, qu'elles ont été là depuis le début et qu'il faut rendre à César, à Madame César, ce qui lui revient, c'est-à-dire que voilà, elles sont là et donc qu'elles ne soient pas invisibilisées, qu'on ne les oublie pas. Donc elles répertorient les actrices qui étaient là depuis des années et elles font des focus et voilà. Donc c'est important d'avoir cette mémoire-là. Elles font un super boulot autour d'Aquanaru, les Keepers. Voilà, et maintenant, là, on est avec vous. Donc, on va découvrir ces collectifs ou ces aventures collectives. Ce n'est pas forcément des collectifs constitués sur la durée catégorique, mais en tout cas, c'est des volontés de faire ensemble entre artistes femmes. Voilà. Et du coup, on va commencer par entendre vos témoignages, enfin sur vos collectifs, vous entendre parler de vos collectifs. Et je vais commencer par présenter Sarah Aissaoui. Donc, tu es la fondatrice du coup One Nation. Tu as commencé la danse quand tu avais 16 ans. D'abord, tu as été formée principalement en danse urbaine. Et puis, tu as commencé ta formation en maison de jeunes. Puis, tu as commencé très rapidement à donner cours et donner des ateliers, notamment en maison de jeunes, mais aussi en IPPJ en région liégeoise. Et c'est en 2013 que tu décides de fonder le collectif, le crew One Nation avec Roxane Hardy. Et aujourd'hui, du coup, tu t'occupes du collectif. Dans le collectif, il y a un collectif de jeunes que vous formez et que vous entraînez en danse hip-hop. Et il y a le collectif, le crew de plus grande, enfin, qu'on peut appeler compagnie, qui est en train de créer qui est en train de créer un spectacle à l'heure actuelle. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ce collectif et un peu nous dire pourquoi tu l'as créé
Et aussi, qu'est-ce que tu as réalisé avec? Ouais. Donc, donc pourquoi j'ai créé One Nation? Franchement, c'est venu assez naturellement dans un premier temps. C'est vraiment une envie depuis toujours que j'ai eue, aussi Roxane, je pense, la personne avec qui j'ai créé le crew. C'est en voyant beaucoup, voilà, toutes les danseuses et les swaggers notamment qui m'ont vraiment, on va dire, influencé dans la création de One Nation, parce qu'en les voyant, ça me faisait clairement rêver. Du coup, voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas nous, quoi. Il y a de bonnes danseuses à Liège, des très très bonnes danseuses même. Et il n'y avait pas de crew féminin en plus. Donc, c'était l'occasion, voilà, de se retrouver entre nanas, tranquille, et de créer des shows. Voilà, parce que dans les écoles, dans la majorité des écoles, malheureusement, parce que je trouve que c'est malheureux un petit peu, bah, il n'y a pas énormément de sorties, il n'y a pas d'échanges avec les autres danseurs, il n'y a pas, voilà, tu ne vas pas voir des battles. Enfin, si tu ne le fais pas toi-même, l'école ne t'y amène pas. Du coup, moi, j'avais vraiment cette envie d'aller voir avec des autres copines, d'avoir mon groupe à moi et de faire des sorties avec mon groupe à moi. Donc, j'ai créé avec Roxane One Nation en 2013. Et bah, aujourd'hui, on est toujours là. Donc voilà, et on a créé aussi naturellement, ouais, on a créé aussi naturellement le crew des ados. Ça, c'est venu par une demande de jeunes, clairement, qui nous ont vus danser, prester sur scène, etc. Et clairement, elles sont venues un jour nous demander de créer un groupe de petites, voilà, de plus jeunes. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas. Au début, on avait un peu peur parce que dans le groupe, bah oui, on donnait quasiment toutes cours de danse. Mais c'est vrai que s'occuper comme ça d'un groupe dont tu as la responsabilité entière, bah, c'est pas évident. C'est pas évident. En plus, on est tombé sur bah, voilà, des ados, quoi, donc des filles qui 15 ans, et c'est pas facile à gérer. Donc voilà, c'était pas facile, mais voilà, c'était une super expérience. On a continué. D'ailleurs, on a toujours le groupe qui n'est pas le même parce que voilà, les jeunes, elles viennent, elles partent, etc. Donc, on fonctionne un peu comme ça pour le moment. Mais voilà, c'est une super expérience et c'est hyper enrichissant pour nous voilà, de travailler avec ces jeunes, quoi. Voilà. Donc, comment on en est venu à faire le crew des ados, c'est comme ça, bêtement, quoi. Et puis, bah là, on est 5 coachs, 5 danseuses. Dans les 5 danseuses, on a une professionnelle de house dance, Mavinga Samantha. On a une professionnelle du crump, Hendrik Entella. Et les 3 autres, bah, on est plus calé hip-hop. Donc voilà, on les coach à raison de 1 à 2 fois semaine. Et voilà, on essaye de les pousser au maximum de leurs compétences et on essaye vraiment de leur donner tout ce qu'on peut. Parfois, on n'a pas non plus tous les outils, donc on incite quand même pas mal les filles à aller voir à gauche, à droite. Mais voilà, on essaie de donner le maximum qu'on peut, quoi, en tout cas, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, et du coup, peut-être, je sais que vous avez gagné des compétitions aussi, qu'il y a eu des moments importants. Ouais, on a gagné. Collectif, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais. Bah, nous, on a gagné les adultes, on a gagné le hip-hop international en 2015. Je pense que là, ça a démarré vraiment. En fait, on s'était donné un challenge quand on a commencé le crew. On s'est dit, il faut qu'on gagne ce concours. Je sais pas, on était jeunes, on s'est dit, c'est un challenge, il faut qu'on le gagne absolument. Bah, on l'a gagné. Et, heureusement pour nous. Et donc, on l'a gagné. Et de là, bah, je pense qu'on on s'est plus arrêté. Et puis, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que les jeunes nous ont vus. Et grâce à ça, bah, voilà, elles ont été. Voilà, elles ont voulu en fait faire pareil, je pense. Elles ont voulu aussi avoir un groupe. Et à leur tour, bah, on les a entraînées, on a coaché, on a chorégraphié. Et alors, bah, on leur a créé un show à chaque fois. Chaque saison, on avait un show différent. Et avec ça, bah, elles prestaient des compétitions. Elles ont gagné le hip-hop international en 2000, je ne me rappelle plus de la date, mais 2018, je pense, ouais, 2018. Et alors, elles ont gagné. On est parti à Phoenix pour représenter bah, la Belgique
là-bas. C'était hyper impressionnant. Bah voilà, quoi, le truc. T'attends pas, quoi, tu vois. Donc voilà, c'était, pour elle, en tout cas, c'était hyper, hyper enrichissant. Pour moi aussi, parce que voilà, moi, je suis partie avec elle, j'ai vu des choses, des vraies compétitions, mais elles, je pense qu'elles l'ont vécu encore autrement, parce que voilà, c'est une chance quand même inouïe à 14-15 ans de partir comme ça aux États-Unis et rencontrer les plus gros crews du monde. Donc voilà, ça c'est le truc énorme, on va dire, qu'on a fait. Mais c'est pas non plus le plus. Même si c'est un gros concours, c'est pas là où tu apprends le plus forcément. Parce qu'on a fait des petits battles, des petits concours où on a appris beaucoup de choses aussi. Donc voilà, en tout cas, nous les adultes, voilà, on a fait pas mal de concours où on a appris pas mal de choses, tu vois. Donc voilà, elles ont gagné quand même ce gros concours-là. Elles ont gagné plein d'autres concours aussi, hein, notamment le Hip Hop à 6000 à Charleroi, qui est organisé chaque année. Voilà, elles ont gagné d'autres concours, mais franchement, je ne sais même plus lesquels. De deux, trois autres, mais voilà quoi, c'est cool. En tout cas, voilà. Cool, merci. Ouais. De rien. Ok, super. Et maintenant, on va peut-être passer à Fatou. Fatou, toi, tu es DJ et tu œuvres dans un collectif qui s'appelle le Superfly Collectif, avec lesquels tu raconteras un petit peu, mais vous avez créé pas mal d'événements, vous avez animé, vous avez invité, vous avez développé de l'événementiel, et puis tu as aussi tout ton travail à la radio, puisque vous avez une émission sur Bruce FM. Donc voilà, ça c'est intéressant pour diffuser votre boulot. Et puis à titre personnel, toi tu es aussi DJ avec des artistes, notamment la tournée de Blue Samou, qui est quand même la rappeuse belge néerlandophone qui a cartonné. Enfin, voilà. Donc tu as fait la tournée avec en tant que DJ, en tant que chanteuse aussi, je pense. Back, voilà. Donc plein de cordes à ton arc. Et bah voilà, qu'est-ce qu'on fait? Le Superfly collective, quoi, comment, voilà, comment c'est né? Qu'est-ce que c'est cette histoire? En fait, on s'est rencontrés il y a 12 ans. Et en gros, on s'est réunis par Johanna, qui nous connaissait toutes séparément et qui voyait qu'on avait une passion pour le rap, le hip-hop et puis le rap alternatif plutôt. C'est ça qui nous liait fort. Et elle s'est dit, il y a d'office quelque chose à faire avec elles toutes. Et en fait, on s'est toutes rencontrées en 2009. Côté DJ, c'était Mieke et moi. Moi, je commençais vraiment. La première fois que j'ai mixé devant un public, c'était la première soirée de Superfly, quoi. Donc, c'était hyper stressant. Et on a commencé comme ça. Mieke mixait déjà un petit peu. Et en fait, on s'est retrouvés en faisant une fête pour la 5e édition du magazine de rap féminin Anatitude, qui est vraiment un magazine à aller checker. C'est G Nice, une Allemande qui vivait à ce moment-là à Bruxelles, qui en fait a créé ça. Elle a fait 5 éditions, une par an. C'est hyper bien. Ça réunit vraiment. Elle a fait beaucoup d'interviews. Elle est assez old school, donc elle a été vraiment chercher aussi des rappeuses américaines des années 80, etc. C'est super bien. Et on s'est en fait mis ensemble pour faire une soirée pour la 5e édition. Et ça, c'était quelque chose qui n'existait pas à Bruxelles. Une soirée organisée par des femmes avec 2 DJ femmes. On a en gros le premier collectif de DJ féminin dans le hip-hop, en tout cas, pour des crews de DJ. Hein. Et donc ça, c'était assez frais. Et c'est pour ça que ça a quand même tout de suite hyper bien commencé. Et à partir de là, on a fait que de la programmation de soirée. On mettait les femmes en avant. D'abord, c'était des MC. Et puis après, ça a été aussi des DJ. On a élaboré plusieurs types de soirées. Et puis là, on a une résidence où on est vraiment axé sur le travail des DJ. Et c'est en dehors du hip-hop, quoi. C'est beaucoup de genres confondus parce qu'en fait, on est passionné de musique. Donc, il n'y a pas que le hip-hop dans notre vie. Et nous, on veut vraiment mettre en avant
les artistes femmes qu'on aime. On veut créer du lien, en fait. Donc, c'est surtout des femmes avec qui, après, on peut continuer à communiquer, etc. Et c'est surtout aussi des femmes qui ne viennent jamais à Bruxelles. Donc, honnêtement, si ce n'était pas pris à nous, ben, elles ne seraient pas venues jouer chez nous, quoi. Il y a aussi des soirées à Gand qu'on organise. Donc, en fait, c'est sur la Flandre et sur Bruxelles, parce qu'il y a en fait 4 flamandes dans le collectif. Depuis quelques années, on est vraiment active à 4, et c'est 4 DJ. Donc, à un moment, Mieke, Vanessa, donc le collectif, c'est Mieke, Vanessa, Nadia. Et en fait, on a commencé avec Johanna, Elise et G. Et Nadia et Vanessa se sont lancées dans le DJing 3 ans après qu'on ait commencé. Donc, en gros, nous 4, on a fait marcher le collectif et chaque fois, on mixait aux soirées, quoi, à nos soirées. Et puis après, on a aussi joué ensemble dans des soirées extérieures, avant des concerts. Enfin, on a partagé mais tellement de souvenirs. C'est génial, en fait, d'être en groupe et de commencer comme ça, quoi. On a une force incroyable pour commencer ça. J'aurais jamais pu faire tout ça toute seule. Donc ça, on en parlera, mais la force de groupe, elle est juste... c'est comme une fusée, quoi. On y va, on s'en fout de tout, des obstacles et tout ça. On est là, on s'amuse et on pense pas vraiment à 2 fois à ce qu'on est en train de lancer. Et ça a pris, et voilà, ça fait 12 ans, quoi. Et c'est vrai que Bruxelles, là, au niveau des femmes DJ, là, ça devient une place assez forte. Il y a d'autres collectifs, et donc il y a vous qui étiez les premières. Il y a d'autres collectifs que tu peux peut-être citer qui montent, qui sont là. Là, ça commence à... Je veux dire, si quelqu'un dit qu'il n'y a pas de femmes DJ à Bruxelles, c'est que franchement... Ah oui, voilà. non, il y en a beaucoup plus. Il y a les Blédards collectifs, d'ailleurs, le collectif Les Blédards qui mixe aussi. Et c'est assez chouette parce que c'est la génération d'en dessous, elles sont plus jeunes. Et il y a beaucoup de femmes maintenant, honnêtement. Il y en avait toujours eu dans l'électronique. En général, je crois que c'est bon pour l'Europe, pour le monde en général. Il y a toujours des femmes pour la musique électronique, mais pour le hip-hop, c'était plus rare en tout cas chez nous. Et puis ce qui est très important aussi, c'est les places de femmes de couleur, quoi. Les femmes noires et de couleur. Il y en avait. C'est essentiellement des femmes blanches qui sont présentes dans la musique électronique depuis hyper longtemps. Et là, on voit de plus en plus, on prend notre place, quoi. On est là, fallait juste qu'on puisse la prendre et qu'on nous laisse la prendre aussi. Nous, c'était quelque chose qui était assez cool aussi, c'est que je sais qu'on a eu des filles qui sont venues nous dire ça fait du bien de voir une métisse, une noire, une femme d'origine marocaine sur scène parce que c'est pas vraiment ce qu'on voit souvent à cette époque-là à Bruxelles. Il n'y avait pas ça. Donc, c'est clair que ça a été par après important pour nous de se rendre compte qu'on a peut-être pu être un exemple pour des jeunes filles qui se demandaient si elles pouvaient se lancer dans le DJing. Voilà, je ne sais plus trop ce que tu m'avais posé en question. Nickel, c'est parfait. Merci. C'est ça, voilà. Ouais, juste avant qu'on passe, on va passer à catégorique. Je rappelle juste aux gens qui nous regardent que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on les posera à la fin aux intervenantes. Et du coup, je vais enchaîner avec catégorique. Tu es une rappeuse suisse, tu es née en Côte d'Ivoire à Abidjan et où tu as grandi jusqu'à tes 11 ans. Et tu as connu le hip-hop d'abord à travers la danse, avant de le connaître. Puis après, tu es venue au rap, où un jour, tu m'as raconté que tu avais essayé de poser les rimes que tu écrivais sur les musiques sur lesquelles tu dansais, et puis tu t'es rendu compte que ça donnait quelque chose, en fait. Exactement. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, mais en fait, c'est ça que je dois faire. Et du coup, après ça, tu as gagné quand même un prix important. Tu as été championne du monde à New York en 2012 de freestyle au End of the Week. Tu es la première femme, et si je ne me trompe pas, encore à l'heure actuelle, la seule femme qui a remporté ce titre. Oui. Et on a eu le plaisir de te voir sur scène à Bruxelles en 2017, la finale du Rap Contest, où tu présentais ton album Aura. Ouais. Et en 2018, tu as sorti l'EP hybride Kunta Kita, où tu mêles reggae, musique africaine et rap.
Et après ça, et après un voyage à Abidjan, tu as créé le style que tu appelles Future Roots, donc qui mêle différents styles de musique. Et en 2020, tu as sorti et tu as porté le projet Aquaba, qui signifie Bienvenue en Baoulé. Donc, plus récemment, on a pu te voir animer une conférence TEDx sur métissage, colorisme et passeport, que je conseille vivement, qui nous apprend plein de choses et qui questionne aussi plein de choses. Et pendant le premier confinement, du coup, tu as réuni 19 rappeuses du monde entier sur un cypher qui s'est appelé du coup le Biggest Female Cypher, et tu as réitéré l'expérience à l'été. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et aussi nous dire pourquoi tu as eu envie de créer ce cypher? Ouais, grave. Alors, c'est Biggest Female All-Star Cypher, mais c'est pas grave. En fait, au départ, ça s'est passé. J'ai eu plusieurs étapes qui m'ont amené à faire ça. En fait, d'abord, c'était un truc que j'avais toujours eu envie de faire, mais en temps normal, hors pandémie, c'est quelque chose qui est hyper compliqué à organiser logistiquement avec les emplois du temps de tout le monde, etc. Donc, en fait, c'était un peu une idée vague que j'avais quelque part dans mon esprit, mais que j'avais jamais essayé de mettre en place, en fait. Et là, pendant le confinement, je me suis dit, OK, c'est le moment ou jamais, parce que tout le monde est enfermé au même moment, en même temps. Il y a moyen, tu vois. Et en fait, ça, plus le fait que j'entendais beaucoup de gens me dire qui connaissaient pas des rappeuses, en fait, ou plutôt qu'il n'y avait pas de rappeuses, il n'y avait pas de meufs qui rappaient. Et pour moi, c'était faux, en fait, parce qu'en tant que femme qui rappe et en tant que fan de rap depuis toujours, j'ai toujours connu des rappeuses. Et du coup, je me suis dit, mais c'est juste que les gens n'ont pas accès à leur musique, donc c'est l'occasion d'utiliser cette idée-là pour faire participer les gens au projet, en fait. Du coup, je me suis dit, je vais leur demander, donc mes abonnés sur Instagram et tout, je leur ai demandé, en fait, de me donner, eux, des noms de rappeuses. Donc, ça a duré 24 heures. J'avais 70 noms de rappeuses sur ma liste et tout. Et après, j'ai essayé de tout faire pour réunir le plus de meufs possible de la liste, en fait, en même temps, au même moment. D'ailleurs, on m'a donné Blue Samou, mais elle ne m'a pas répondu. Hein, tu lui diras la prochaine fois que je Aïe, aïe, aïe. Oui, oui. C'est parfois difficile de la joie. La prochaine fois, j'espère qu'elle sera de la partie parce que je compte en refaire. Mais enfin, voilà, et c'était trop cool. Et on s'est retrouvés du coup à 19 rappeuses de 9 pays différents. Et pour moi, au départ, c'était vraiment une manière de se réunir toutes pendant le confinement pour pouvoir faire ça, mais aussi pour pouvoir partager entre nous, se connecter entre nous, que les gens puissent accéder à d'autres propositions de meufs ailleurs dans le monde. Et en fait, finalement, la réaction des gens m'a totalement dépassée parce que, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est normal d'entendre plein de meufs rapper dans plein de langues, en fait. Et les gens qui avaient pas l'habitude, parce que justement, ils n'ont pas autant accès, ils étaient tellement choqués, ils ont tellement kiffé de voir tous les styles, toutes les générations, toutes les langues et tout. Et ça a vraiment suscité beaucoup de questionnements, de débats, de partages, de gens qui m'écrivaient des commentaires, des messages, pardon, pour me dire que c'était génial que j'aille fait ça, que c'était trop une bonne idée, qu'il fallait le faire et que c'était trop bien. Là, ça m'a donné, pardon, là, ça m'a encore plus confirmé dans mon idée qu'il fallait que je fasse un deuxième. Parce qu'aussi, il y avait plein de meufs qui soit pouvaient pas parce qu'elles n'avaient pas de micro chez elles, puisque c'était le confinement, soit qui n'étaient pas dans un timing qui ne pouvaient pas enregistrer. Donc, ça m'a encore plus donné envie d'en refaire un deuxième parce que je savais que le potentiel était là et qu'il y avait encore trop d'artistes qui pouvaient venir faire un truc et partager ça avec les gens. Donc, ça m'a motivée et j'ai continué. Et je compte en faire d'autres. Pour moi, c'est une manière un peu, comment dire, même si c'est virtuel et qu'on ne se rencontre pas, en fait, c'est une manière de pouvoir, comment dire, à chaque fois poser un acte qui pour moi est a beaucoup plus de sens que de juste expliquer aux gens qu'il y a des femmes qui rappent, tu vois. Parce que j'avais aussi cette impression que depuis, on parlait d'End of the Week tout à l'heure, j'ai gagné End of the Week en 2012 et j'avais l'impression que depuis 2012, on me posait toujours la même question et que les gens me répétaient toujours la même absurdité, tu vois. Et je me suis dit, il faut juste que j'arrête de répondre et que je fasse un truc.
pour qu'ils comprennent, parce que c'est beaucoup plus efficace, tu vois. Des fois, il n'y a pas besoin de parler, il faut juste faire un truc. Et moi, j'adore le rap, vraiment. J'aime trop le rap, donc ça veut dire j'écoute plein de trucs, j'écoute plein de trucs dans toutes les langues et j'écoute plein de meufs qui rappent, tu vois. Donc j'avais juste aussi envie de tout simplement partager ce kiff que j'ai, leur montrer une autre réalité, en fait, qui existe, tu vois, pour plein de gens, tu vois. Nice. Super. Merci. Ok, on va passer à la quatrième invitée. C'est Lisette Lombé. Alors toi, Lisette, ben, tu écris, hein, tu es autrice, tu es passée par la scène slam, tu es aussi slameuse, performeuse. Et tu as créé un collectif qui s'appelle Elle Slam. Tu es basée à Liège. Il y a quelques années, tu vas nous en parler. À titre personnel, donc, bah, tu as commencé le slam en 2015. Et puis, tu as eu, ben, au fur et à mesure, de plus en plus de scènes, beaucoup de scènes. Tu as fait des spectacles également. Et puis là, tu publies. Tu as publié un certain nombre de livres. Et là, c'est vrai que tu as une couverture médiatique qui est assez forte parce que notamment tu as publié chez un tout nouvel éditeur qui s'appelle Iconopop, qui est en France et qui a aussi donné une visibilité à ton travail qui est là depuis cinq bouquins. Qui est aussi, on plaisantait là-dessus, mais la maison d'édition d'Akhenaton bientôt. C'est une maison d'édition consacrée un petit peu à de la poésie sous des formes diverses, quoi, et notamment aussi plus hip-hop, voilà, ou plus slamé. Et tu vas nous raconter un petit peu cette aventure d'El Slam, parce que tu aurais pu faire du slam toute seule, voilà, il n'y a pas de souci, mais tu as voulu réunir des gens autour de toi dans cette aventure et d'où ça vient. Voilà, toi, tu as un engagement féministe assez clair. Donc, raconte-nous cette histoire-là. Ouais, bah, le slam, moi, j'ai l'impression que c'est assez vite. Moi, j'ai démarré le slam en janvier 2015 et on a fait notre premier podium El Slam en juin 2015. Donc, 6 mois après, moi, c'est un truc qui a été assez fulgurant de me dire que, bah, alors voilà, moi, je t'ai rencontré, Rosa, en janvier. C'est toi qui m'as fait découvrir le milieu slam bruxellois notamment. Et je me suis dit, en fait, si tu n'as pas des rencontres qui accélèrent, des rencontres fulgurantes, des marchepieds, tu peux te vivre assez seul. Donc moi, c'est un truc qui m'est apparu très vite, que seul, et d'ailleurs c'est un mantra d'El Slam aujourd'hui, que seul, ça n'a pas de sens. Donc on a participé aux 24 heures slam de la zone à Liège en juin. C'est Simon Raquet, qui est aujourd'hui coordinateur de l'ESA urbain, qui nous a invités, qui nous a mis une carte blanche. Et le principe, c'était que des slameuses qui avaient déjà de l'expérience, comme Joy, comme à ce moment-là... Jessie James était là aussi, Nestor, enfin, il y avait voilà, qui avait déjà de l'expérience, accompagner une personne qui montait sur scène pour la première fois. Et finalement, là-dedans, dans cette formule-là, c'est resté un peu l'ADN d'El Slam, parce que la particularité du collectif, c'est que ce sont pas ce sont des personnes, c'est pas un collectif d'artistes au départ. Il y a effectivement des artistes, mais la majorité des personnes qui sont autour de la table, ce sont plutôt des personnes qui sont déjà dans des assos, et notamment dans des assos militants. Donc ça veut dire qu'elles reviennent, elles découvrent, si tu veux, un moyen d'expression, mais elles sont déjà militantes, donc elles ont tout le feu des assos féministes, et puis elles découvrent le slam, et donc ce qui explique qu'il y a cette espèce de feu. Ça, c'est la particularité, c'est qu'on n'était pas, si tu veux, un collectif vraiment dit artistique. Moi, je démarrais aussi, donc je me disais moi-même pas artiste à ce moment-là. Et on a gardé ça dans notre ADN, d'être lié à l'éducation permanente populaire. Donc on anime des ateliers, ça c'est vraiment la patte d'El Slam, c'est animer des ateliers. On a sorti un recueil collectif aux éditions Malmström Révolution qui s'appelle On ne s'excuse de rien et qui regroupe effectivement des artistes, mais beaucoup de participants d'ateliers d'écriture, majoritairement des participants des ateliers d'écriture slam. Et puis on organise des scènes, des micros ouverts avec des cartes blanches. Donc il y a effectivement toutes les personnes qui participent aux ateliers qui montent sur scène. Et puis après, on a des cartes blanches, donc des artistes qui
celles qui démarrent. Par exemple, Zou et Théa, elles sont venues faire pour la première fois à Liège leur duo. Donc, des artistes qui démarrent ou qui ont envie de s'essayer dans autre chose. Voilà. Et historiquement, donc, on a commencé avec des organismes féministes, mais aussi les maisons arc-en-ciel LGBT. Donc, c'est aussi notre ADN. Et voilà, je trouve ça, on est à cet endroit-là. Et à Liège, à la zone, il se fait qu'il y avait il y avait du slam, mais il y avait aussi du cabaret. Et donc là aussi, notre particularité, c'est qu'on a cette espèce de porosité entre des choses qui ne sont pas en fait hip-hop. Nous, on a des cabarettistes en fait, des filles qui sont effectivement en danse, qui sont en effeuillage, qui sont, voilà, parce que le corps est hyper important. Donc on a, voilà, c'est un collectif féministe. Et aujourd'hui, moi je dis plutôt moins collectif, parce que la particularité aussi, c'est qu'on est déterritorialisé. Si tu veux, tu peux être dans le collectif Slam Que et quand même dire el slam, c'est un truc hyper poreux. Avec pas spécialement des frontières, en fonction des lieux, des projets, c'est d'autres personnes qui sont là autour de la table. Donc voilà, c'est un peu voilà, comment on fonctionne. Et c'est plutôt aujourd'hui une communauté, tu vois, plutôt la sensation d'appartenir à des personnes à des femmes, un groupe de femmes et d'hommes aussi, mais beaucoup plus de femmes qui aiment le slam, qui vont enfin, pour moi, la mission, elle est accomplie quand, tu vois, moi, à un moment donné, à cause de ma situation familiale, j'allais plus tellement à des micros ouverts. Et le fait de savoir que les copines y vont, tu vois, et que ça dépasse les ateliers, et qu'en fait, elles sont là, qu'elles ont envie de s'inscrire à des concours, qu'elles sont voilà, dans des chemins de professionnalisation, pas spécialement en slam, en tout cas liés à la scène. Voilà, pour moi, je trouve qu'on est bien. Après, on doit se réinventer maintenant avec le confinement, mais ça, c'est la suite, quoi. C'est vrai que le collectif El Slam a eu quand même une grosse influence. Moi, je l'ai vu sur les scènes belges, puisque en 2015, il y avait surtout des femmes spectatrices en fait du slam, donc il y avait beaucoup de femmes dans les soirées slam, et quelques-unes qui montaient. Et maintenant, on peut dire qu'il y a en général majoritairement des femmes dans certaines soirées, quoi. Donc là, il y a eu un jump incroyable. Enfin, c'était un boulot, voilà, un boulot très, très visible. C'est incroyable ce que ça a créé sur ce petit territoire-là. On en reparlera, quoi. Mais c'est très clair. Oui, et toi, Lisette, du coup, tu viens plutôt, tu te revendiques pas du hip-hop, tu viens plutôt justement des collectifs militants, politiques, etc. J'ai l'impression que c'est plutôt ça qui t'a poussé à créer El Slam. Ouais. Je me demandais pour Katé, Fatou, Sarah, et comment est-ce que les valeurs et la culture hip-hop ont influencé la création de ces collectifs et quelles sont ces valeurs qui ont pu pousser en fait la création et ces initiatives-là pour vous? Moi, pour ma part, c'est le respect. Franchement, c'est le respect qu'il y a dans la culture hip-hop entre les gens du milieu hip-hop, par exemple. Moi, c'est le respect parce que je trouve que dans les secteurs dans lesquels j'ai pu travailler et donner cours, moi, c'est des choses parfois qui n'étaient pas là. Voilà. C'est des choses qui n'étaient pas là et en faisant One Nation, bah, c'est quelque chose que j'avais envie d'avoir avec les filles de mon groupe, le respect. Franchement, c'est majoritairement le truc qui voilà, que je trouve vraiment hyper important, le respect et l'histoire en fait du hip-hop aussi. Parce que, de nouveau, quand tu es en école de danse, c'est pas quelque chose qu'on appuie, voire même pas du tout. Franchement, c'est quelque chose qui est nexté complètement. Maintenant, je parle en majorité. Hein, ça dépend voilà, les instructeurs, les profs qu'il y a. Mais moi, on m'a jamais inculqué l'histoire du hip-hop en école de danse. Je l'ai appris de moi-même parce que j'avais cette curiosité d'aller voir ce qui se passait, d'où ça venait, pourquoi, etc. Mais ça, c'est des choses que tu inculques d'office quand tu fais partie d'un crew. Parce que voilà, c'est obligé, quoi. Tu dois apprendre ce genre de choses pour savoir pourquoi déjà tu danses. Parce qu'il y a des jeunes danseurs qui, je pense, ne savent même pas pourquoi ils dansent. Je pense que c'est des fois, je sais pas, papa, maman, je te ramène à la danse et c'est bon, vas-y, va danser. Et parfois, non, mais c'est vrai, parfois jusqu'à 18 ans, il y a des danseuses qui sont là et qui font des heures
incroyables par semaine. Moi, j'ai vu des jeunes de 14-15 ans qui dansaient jusqu'à leurs 20 ans et qui faisaient 10 heures semaine, mais qui ne savaient pas te dire d'où venait le hip-hop, quelle année, pourquoi. C'était des trucs que moi ça me... J'étais vraiment choquée, moi, parce que je ne comprenais pas. Quoi. Je me dis, mais comment toi, tu peux danser 10 heures de danse par semaine où tu es là, tu donnes, tes parents te suivent en plus, mais tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas pourquoi tu danses. Enfin, voilà. Et tout ça, c'est des choses que dans un crew, voilà, c'est des choses qu'on inculque d'office. Et moi, en tout cas, c'est les valeurs que je prône avec les filles du crew, c'est le respect et les valeurs, voilà, l'histoire du hip-hop, quoi. Toutes ces valeurs-là. Puis même la connexion entre nous, elle est hyper importante. Des fois, nous, on a ce petit truc qu'on nous répète tout le temps. Quand on monte sur scène, on nous dit tout le temps, voilà, One Nation, il y a un truc, voilà, c'est naturel, quoi. C'est une connexion qu'on a entre nous parce qu'on sait pourquoi on est là, on sait pourquoi on fait ça. Et je pense qu'à ce niveau-là, on n'a même pas besoin de se le dire ou de parler. C'est complètement instinctif, quoi. C'est là, quoi. Voilà, en tout cas, pour moi, c'est les valeurs qui sont importantes. Ouais, moi, je me retrouve complètement dans ce que tu viens de dire, Sarah. C'est vraiment ça. Et nous, on a commencé un peu à la old school. On avait un peu cette mentalité-là. C'est vraiment les valeurs de la Zoulou, là. Peace, love, unity, having fun. C'était nous, quoi. Genre, c'était vraiment, comme tu dis aussi, le respect. C'était surtout s'amuser entre nous. On a eu un lien très fort. On est devenus amis en commençant ce collectif. On n'était pas amis avant. En fait, on ne se connaissait pas, quoi. Donc, c'était où ça passe, où ça casse. Cette femme qui ne se connaissent pas, on y va, on travaille ensemble. Ça pouvait vraiment ne pas marcher. Et la passion du son et nos valeurs, en fait, étaient tellement proches que ça a tout de suite hyper bien fonctionné. Et puis alors par après, quand il y en a trois qui ont été moins actives et on a soutenu vraiment le travail du collectif à quatre, là c'était encore plus symbiose. Et un peu comme toi, Sarah, la plupart des gens qui venaient à nos soirées ou qui nous voyaient mixer, qui ne nous connaissaient pas, souvent les commentaires c'était mais vous marrez trop ensemble. Et il y a vraiment un lien fort entre vous. Et donc du coup, nous aussi, c'était ça, plutôt nos valeurs. C'était pas vraiment genre prise de tête, alors il faut plus travailler avec nous, c'est pas possible, quoi. Voilà. Oui, carrément. C'est vraiment la même chose, c'est vraiment identique, mais c'est ça, quoi. C'est vraiment pareil. Franchement, je te rejoins aussi là-dessus. Voilà. Ben, moi, je pense que de mon côté, je ne peux que être d'accord complètement avec tout ce qu'elle vient de dire parce que c'est ce qui nous, en tout cas moi personnellement, m'a aussi a fait aussi que je me suis reconnue dans la culture hip-hop. En fait, c'est toutes ces petites choses qui sont derrière, qui deviennent au final une manière de penser en fait et une manière de vivre et tout. Sur le moment, moi, comme c'est vrai que c'est un petit peu différent parce que c'est un cypher virtuel et qu'on n'est pas forcément ensemble à construire des trucs sur le long terme, c'est plutôt un safe place à un moment donné, tu vois. C'était ce qui a enclenché ça chez moi, c'était un peu différent. C'est-à-dire que je me suis dit que dans la culture hip-hop en général, on a l'habitude de voir des groupes de gens faire des trucs. Tu vois, des crews de danse, des crews de DJ, femmes danseuses. Mais c'est très, très rare qu'on voit des regroupements de meufs qui rappent, quoi. C'est clair. Tu vois? Et en fait, ça veut dire qu'elles sont là, mais elles vont pas forcément réussir à trouver une manière, une occasion. Il y a plusieurs raisons, tu vois, pour pouvoir être vraiment toutes réunies ensemble à un moment donné pour pouvoir faire plus de trucs. Et ça peut être à cause de plein de trucs. Tu vois, par exemple, il y a quelques années, j'avais donné un atelier freestyle à des jeunes meufs qui commençaient à faire le rap. C'était que des filles. Et on avait beaucoup qui sont venus me dire merci d'avoir accepté de faire ce truc parce que nous, on avait besoin d'avoir ce safe place avant parce qu'on n'ose pas y aller quand il n'y a pas en fait, d'autres filles avec nous ou bien quand il y a trop de mecs en fait parce que le rap a encore un petit peu trop cette connotation de ils vont être durs avec les filles ou bien c'est un truc macho ou autre. Alors qu'au final, moi, j'essaye de leur faire comprendre et d'amener le truc différemment en leur disant, mais non, en fait,
si les personnes que tu vas avec qui tu vas rentrer dans un cercle aiment le rap, si tu fais du bon rap, ils peuvent que aimer. Ça n'a rien à voir avec ton genre, en fait. Et j'essayais de casser un peu ce truc et je me suis dit, il faut qu'on habitue nous-mêmes notre esprit et les gens à avoir des groupes, beaucoup de femmes ensemble. Parce que c'est pas que des femmes se réunissent pas pour rapper, ce serait un mensonge si je disais ça. Mais autant de meufs, en fait, ensemble, en même temps. C'est très rare, tu vois. Alors qu'on peut voir d'autres regroupements de beaucoup de meufs dans d'autres occasions, tu vois. Et j'avais envie qu'on commence à un peu avoir ce réflexe. Et de nos jours, c'est en fait, on a trop de chance parce qu'on peut faire grave des trucs à distance, même si on n'est pas ensemble, en fait. Et je me suis dit, il faut vraiment qu'on puisse enclencher quelque chose pour que ça devienne naturel, c'est-à-dire chez nous de le faire et aussi chez les gens de voir plein de femmes rapper ensemble, seules, séparément, à 2, à 3, à 15, tu vois. Et tout le monde a accueilli le truc dans l'état d'esprit dont les deux sisters parlaient tout à l'heure, tu vois, le respect et tout ce qu'on était en train de dire avant, en fait. Donc, ça va ensemble, je dirais. Et pour les autres aussi, vous avez créé vos collectifs avec uniquement des femmes, c'était fait exprès ou ça s'est fait, ou c'était pas pensé, c'était plutôt de fait que vous vous êtes retrouvés entre femmes? Est-ce que ça répondait consciemment ou inconsciemment à, comme tu disais, peut-être catégorique, à cette notion de safe space, même si sans le savoir en fait, voilà, ou est-ce que c'était un hasard total? Pour nous, ça a été plutôt un peu un hasard, c'est-à-dire que Johanna nous connaissait et elle s'est dit, bon, effectivement, elle pensait les forces féminines, ça va donner quelque chose, quoi. Mais je pense, n'était pas vraiment conscient au départ. Et puis quand ça a marché, et puis quand on a commencé à inviter des femmes, etc., là, on a peut-être eu plus conscience de ça, mais c'était pas comme Lisette, des forces qui étaient déjà actives. Et militantes ensemble. Ça, nous, c'est venu par après, en fait. C'était ouais, c'était un peu le hasard, en fait. Ouais. Ouais, nous, c'est voulu. Franchement, c'est voulu. Moi, quand j'ai fait One Nation, je voulais pas de gars. Enfin, Roxane et moi, on n'avait pas envie d'avoir forcément des gars. Voilà, on avait cet exemple des swaggers qui, à l'époque, on avait des paillettes dans les yeux quand on les voyait. Et du coup, on avait juste envie de se retrouver entre meufs, sans prise de tête. Voilà, franchement, c'était juste ça. Après, c'est plutôt l'inverse qu'au fur et à mesure, on s'est dit que, voilà, c'est pourquoi pas à un moment donné travailler avec des gars. Maintenant, le concept de travailler entre filles, c'est aussi une facilité pour plein de choses de la vie quotidienne, en fait. C'est des petits détails, mais voilà, nous, on avait envie de rester entre nous et puis ça a fait une force parce que voilà, quand on est entre filles et qu'on travaille, voilà, qu'on doit être carré dans ce qu'on fait et tout, forcément, on se comprend plus quand on est entre meufs qu'il y a un gars, il ne va pas nous comprendre sur des choses, vraiment des banalités de la vie. Hein. Voilà, mais entre filles, on se comprend. Et puis après, forcément, ben, on a gardé ce truc avec les petites qu'on a entraînées. On nous disait parfois, ouais, c'est dommage que vous n'avez pas des garçons et tout. Et c'est plus facile. Maintenant, ça dépend, mais c'est plus facile quand même, nous, de nous entraîner entre filles et de chorégraphier. Quoique le groupe ado, je pense que ça serait plus ou moins pareil, mais en tout cas, entre nous, avec la compagnie, c'est vraiment par facilité, quoi. Mais c'est pas en mode girl power, tout ça, même si, voilà. Mais à côté de ça, j'avoue qu'à l'époque, on s'est dit qu'on n'avait pas forcément aussi besoin de gars dans notre crew parce que moi, je voyais les talents de filles qu'il y avait à Liège. Je me suis dit, pourquoi on va entre filles, quoi. Bah ouais. Voilà, si on peut rester entre filles, on reste entre filles. Donc, donc voilà, ça s'est fait naturellement. Maintenant, on a gardé ce truc parce que là, d'office, on a gardé le truc et c'est plus facile. Quoi. Puis même au niveau du travail, on a quand même envie
peut-être pas dans nos shows chorégraphiques à l'époque, mais dans la création qu'on met en place pour le moment avec la compagnie One Nation, on a cette envie où on a vraiment cette envie de travailler la féminité. Et forcément, avec des gars, c'est compliqué. Donc voilà, mais on a vraiment envie de travailler ce côté féminin parce que dans nos shows chorégraphiques, c'était très dur, quoi. C'était très ghetto, très dur, très masculin. Enfin voilà, on souriait pas, il n'y avait pas de féminité en nous dans les shows chorégraphiques. Donc je pense que maintenant, avec l'âge, etc., aussi l'expérience, maintenant qu'on est plus dans la créa et qu'on a envie de travailler là-dessus, de mettre voilà, une empreinte avec ça, je pense qu'on on a envie de partir dans un truc un peu plus féminin parfois. Voilà, il y a peut-être une ou l'autre qui a peut-être plus ce besoin ou cette envie voilà, de travailler ça, mais sinon c'est voulu, ouais. Mais nous je voudrais rebondir là où on a vu qu'on allait mieux se comprendre. C'est le jour où 3 sur 4, enfin 3 de nous 4 sommes devenus mères en fait. Donc forcément, s'il y avait eu un gars dans le crew, il y a un rythme qu'il n'aurait pas compris en fait. Parce qu'il y a eu la grossesse, on a continué à mixer chacune. Et puis après, il y a eu le congé de maternité. Et on était en fait, on a toutes les 3, on a eu un bébé un peu, c'était proche. Donc en fait, le collectif a suivi naturellement ce rythme-là. Et la 4e, ça l'arrangeait. Enfin, il n'y avait pas de problème avec ça. Et là, je pense qu'il y a une entente assez naturelle parce qu'on est femmes. On a vécu la même expérience en même temps. Et forcément, on acceptait mieux que ça ralentisse, qu'on ne pouvait plus aller mixer la nuit, enfin, tous les changements évidemment naturels qui s'opèrent quand on devient maman quoi, et qu'on est DJ. Donc voilà, ça c'était quand même un point assez c'est crucial ça. Si on est entre femmes, on se sent beaucoup plus soutenu, beaucoup plus, on n'a aucune pression patriarcale qui vient nous faire des problèmes là parce qu'on ne peut pas être présente, parce qu'on ne se sent pas bien, si ça. Ça, franchement, je pense que ça a dû faciliter aussi ce moment qui pouvait ne pas être facile à vivre pour toutes, quoi. Ouais. Et toi, Lisette, tu ressens ça aussi dans El Slam? Oui, tout à fait. Nous, au départ, en fait, si tu veux, moi, comme je bossais dans une association féministe non mixte et que j'ai amené les femmes de Stassos, voilà comment on s'est retrouvés. Mais en fait, El Slam, c'est mixte. Beaucoup de gens pensent qu'on travaille en non-mixité. On a des ateliers en non-mixité sur des questions bien précises, par exemple pour les femmes racisées, voilà, pour créer des safe spaces sur ces questions-là. Mais on donne des ateliers alors, on n'a jamais qu'un ou deux mecs. Et comme historiquement, on a commencé dans les maisons arc-en-ciel, il se fait que les 1 ou 2 mecs qui nous rejoignent, souvent, sont des mecs qui sont gays. Donc, ça, c'est un peu notre groupe. Mais... moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est comme si on avait fait le chemin inverse. Parce qu'en fait, on est venu avec beaucoup de militance. Ce que ça nous a permis, cette militance-là, c'est de nous travailler directement de se dire qu'est-ce qu'on a mis en place. On s'est dit, tiens, on observe le milieu slam qui se dit, et pour moi, ça reste ça, c'est-à-dire très, très ouvert. Donc, tout qui a écrit un texte peut monter sur scène. Mais on ne voyait pas ça sur la scène, en fait. On se disait, tiens, et donc nous, on a réfléchi, qu'est-ce qui fait frein, en fait? Parce que c'est comme si il y avait un projet, c'est-à-dire, c'était pas un truc artistique de dire à ce moment-là, en tout cas, ouais, on vient là pour se créer des dates, etc. C'est vraiment pour élargir la base et travailler là-dessus. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, finalement, alors que c'est très ouvert, il n'y a pas beaucoup de femmes sur scène. Donc, est-ce qu'on fait ce constat? Non. Par exemple, on crée des ateliers, ce qui ne se faisait pas tellement. Donc, du coup, on a créé une espèce de sas de confiance en soi qui a permis à des gens de monter. Et pas parce qu'ils n'avaient pas de plumes, mais parce qu'effectivement, s'il y a moins de femmes dans le public, s'il y a moins de femmes sur scène, c'est quand même, il faut être quand même costaud pour aller là-bas. Donc, je crois qu'on a travaillé là-dessus. On a travaillé sur tous les freins, de se dire si les événements sont organisés en soirée, très tard. On a déjà vu des copines qui devaient rentrer parce que tu as ton dernier bus, tu as ton dernier ceci. En fait, tu ne fais pas ton texte, tu n'as pas le temps de faire ton texte parce que tu dois récupérer les gamins, etc. Il faut être à l'aise la nuit aussi, marcher, il faut être à l'aise dans l'espace public. Donc, on a travaillé là-dessus. On a travaillé sur la réception
réception de la parole, que pour être une slameuse, tu vois, avec du texte politique engagé, tu dois envoyer la sauce et que tu es perçu comme hystérique ou comme il faut être à l'aise avec ça. Donc, on a travaillé là-dessus sur la réception de la parole qui n'était pas la même. Et je pense que ça a aidé tout le monde. Et après, nous, c'est vrai que je vous écoutais sur les questions hip-hop. On ne se revendique pas, même si on a des rappeuses avec nous, comme par exemple Mel. Zouz, Théa, etc., enfin, des gens qui se réclament du slam, même si on est quand même dans les mêmes valeurs, et on va peut-être les nommer autrement. Nous, dans vraiment les mantras qui nous lient, on a ça, il y a ta lumière ne me fait pas ombrage, c'est-à-dire qu'on est en train de se mettre ensemble, de réfléchir, de se mettre une contre-éducation, de se dire, on a toujours éduqué les femmes un peu en concurrence, les jeunes par rapport aux plus âgés, les belles par rapport aux moins belles, etc., les femmes plus blanches par rapport aux plus racisées, avec des espèces de concurrence comme ça. Et donc, on est en train de se rééduquer ensemble, de dire non, c'est possible en fait. La compersion, c'est se réjouir du bonheur de l'autre, se réjouir que l'autre réussisse, que l'autre ait des dates, vraiment se réjouir, mais c'est un truc qui se cultive et c'est plus facile de le cultiver collectivement. Alors, c'est difficile, hein, mais je me dis que c'est ce qu'on est en train de faire là dans El Slam. Et le fait d'avoir réfléchi à ça ensemble, ça a donné des autorisations, des sentiments de légitimité à des personnes qui n'étaient pas du milieu artistique, qui n'avaient pas de velléité artistique, mais tout d'un coup se sont senties autorisées. Donc, on est en train de faire le mouvement inverse. On est parti de l'éducation forte, de l'éducation permanente. Et maintenant, autour de la table, on a de plus en plus de copines qui ont décidé de vivre de leur art aussi et qui sont sur ce chemin-là. Donc, c'est en train de modifier aussi voilà, ce qu'on est en train de faire. Ok. Moi, je me posais une petite question, mais c'est passionnant, à moi ça m'intéresse en tout cas. N'oubliez pas, s'il y a des personnes qui ont des questions, qui veulent poser des questions aux invités, vous pouvez les inscrire, on les dira à la fin de la rencontre. Donc, sérieusement, n'hésitez pas. Moi, je me posais la question parce que dans vos collectifs, c'est la question de la transmission, en fait. C'est-à-dire, ou dans vos collectifs ou dans vos expériences. Katé, toi, tu parlais d'ateliers en freestyle que tu avais fait. Dans El Slam, je pensais aussi des ateliers. En danse, pareil. En DJing, je ne sais pas trop. Est-ce que la transmission, c'est important De ouf. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez mis en place ou comment ça se passe au niveau de vos collectifs ou de vos expériences pour faire remonter les plus jeunes? En tout cas, pour moi, la transmission, ça fait partie une des forces. Si je prends la culture hip-hop en général, mais particulièrement la branche du rap, c'est un des trucs qui fait la force du rap, en fait. La transmission et la recherche constante. C'est ces deux trucs qui fait que... c'est grâce à ces deux trucs qu'aujourd'hui, le rap est la musique la plus écoutée. Et que c'est le cas depuis les 70s et que ça sera le cas encore jusqu'à la fin, tu vois. Parce qu'il y a toujours ce truc de les petits vont apprendre quelque chose des plus grands, qui vont apprendre quelque chose, et puis qui vont l'intégrer à leur génération, à eux, et ça va changer un petit peu, etc., 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 tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment la base, et j'ai l'impression que c'est un peu un truc qui revient dans toutes les branches, que ce soit au niveau du beatmaking ou peut-être même de la danse ou autre. J'ai l'impression que c'est un truc essentiel, en fait, qui fait vraiment la base de cette culture en général, en fait. Donc, du coup, pour moi, c'est super important à travers des ateliers ou à travers même simplement des actions comme la création d'un cypher virtuel ou, comme les sœurs l'ont dit, d'un collectif de DJ, d'un groupe de danse, de slam, etc. Tu vois, il y a toujours un truc qui se passe. C'est un fluide, en fait. C'est un fluide qui continue sa route. Nous, on fait que de suivre le truc, en fait. Claire. Et en liaison avec cette question-là de la transmission, peut-être est-ce que le collectif aussi vous a influencé dans vos démarches perso? Est-ce que ça va dans les deux sens? Ah oui. Ouais, nous, vraiment, on a fait quelques workshops de DJing, mais pas tellement. Par exemple, si je peux juste parler de Bled Art Collectif, elles sont très actives là-dedans. Elles font des workshops et tout ça. Elles sont
à fond dans la transmission, elles font des conférences, enfin, vraiment big up les Blédards, c'est vraiment bien, quoi. C'est vrai que nous, on a moins fait ça. Par contre, entre nous, on s'est transmis à fond, surtout parce qu'en musique, en fait, dans le rap, il y a différentes couleurs. Il y a et voilà, les unes faisaient écouter des choses aux autres. Et puis, quand on mixe en back-to-back. Ça veut dire une chanson chacune ou deux chansons chacune. Et puis, il y en a une qui met ça. Ah ouais, t'as mis ça. Ah, je vais changer. Enfin, on n'a pas toujours préparé. Parfois, on est un peu dans l'impro. Du coup, on a eu déjà on a des différences de goût, même dans le rap. Il y a des différents rap, il y a des différentes couleurs dans le hip-hop, même les instrus, il y a plein de choses différentes. Et donc, on s'est vraiment influencé les unes les autres. Ça c'est génial, quoi. Moi, je me suis ouverte à l'époque quand, par exemple, Vanessa mixait du crunk et Nadia mixait du trap. Quand personne n'écoutait du trap et que les gens la regardaient, what the fuck, c'est quoi ce truc dans nos soirées? Les gens, ils n'étaient pas prêts, ils comprenaient rien. Maintenant, ils sont tous en train de danser dans les boîtes de nuit sur ça. Et donc, moi, j'étais là, genre, oh, je connaissais pas très bien non plus, mais c'était il y a des années, quoi. Ben, elle m'a complètement ouverte à ça. J'ai commencé aussi à écouter. C'était moi mon truc. Moi, j'étais très old school, jazzy ou très sombre. Tous les labels hyper alternatifs à la Def Jux. Je sais pas si vous voyez un peu, mais bon, le rap vraiment très, très dark. Et voilà, on s'est toutes transmis ça, l'ouverture d'esprit, la connaissance. Ça, entre nous, ça a été une histoire incroyable, amicale, mais aussi humaine. Et, euh, et donc, c'est vrai que malheureusement, on a moins organisé. On organisait des soirées, pour nous, c'était un peu le rôle du DJ, c'est transmettre au public. C'est des passeuses de son. Nous, on s'est toujours vus comme des passeuses de son. Moi, tout le tralala du DJ, c'est la star, on ne voit que la personne, on la regarde toute la soirée. Non, c'est pas ça, c'est on se détend, on joue, on danse avec nous. Si on peut vous faire souvenir des vieux morceaux que vous avez pu écouter depuis que vous avez 14 ans et demi, ça vous rappelle toute une époque incroyable. Nous, c'est génial. Et cette énergie tous ensemble, c'est un peu ça, nous, notre transmission plutôt. C'est passer des sons, peut-être vous ne connaissez pas, vous allez chasamer. Pour nous, ça, on a gagné. Jouer des sons que tout le monde entend 15 fois par jour à la radio et tu veux chanter toutes les chansons quand tu vas danser la nuit, bah non, c'est pas notre truc. Donc voilà, on venait dans nos soirées pour une certaine vibe et c'était plutôt peut-être là que je vois notre transmission. Après, le DJing, la technique et tout ça, c'est vrai que c'est bien aussi de faire des ateliers. Et là, on en a fait plus les dernières années avec des femmes, des filles, des jeunes filles. Ça, c'est génial aussi, quoi, vraiment. Parce que nous, on n'avait pas bénéficié de ça. Et apprendre sur le tas tout seul, toute seule, on ne veut pas trop demander, parce qu'on ne veut pas passer pour la fille qui va demander parce qu'elle n'est pas sûre d'elle. C'est clair que c'est plus compliqué, quoi. Clairement, super. Et Pareil, pareil, franchement, la transmission, c'est la base, comme on dit. Enfin, moi, je ne me vois pas donner cours de hip-hop ou danser du hip-hop si je n'ai pas transmis quelque chose. C'est limite une obligation, quoi. Je sais pas, c'est vraiment, voilà. C'est hyper important. Moi, particulièrement, j'ai donné des cours dans beaucoup d'écoles de danse ici à Liège. Et c'est toujours quelque chose qui m'a passionnée, quoi. J'ai toujours aimé donner cours. J'ai toujours aimé transmettre, donner des infos. Et avec One Nation, avec les plus petites, bah, c'est ce qu'on fait. La transmission, elle est en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et entre nous, la même chose. Entre nous, il y a beaucoup de transmission parce que forcément, en plus, on a tous des styles différents. Comme je vous avais dit tout à l'heure, il y a une crumpeuse, une houseuse. Et même dans les styles hip-hop, on a des styles différents. Moi, je suis encore plus old school aussi. Donc, du coup, parce que je suis la plus vieille aussi. mais, mais voilà, la plus jeune, elle a 24 ans. Donc, même si elle a une bonne culture aussi musicale, etc., il y a des choses qu'on se transmet, des infos qu'une connaît, d'autres pas. Et ça, franchement, c'est en permanence. C'est continu tout le temps. La transmission, elle est hyper importante. Et nous, c'est la base. C'est la base avec nos ados. C'est la base entre nous. On transmet tout, même vraiment tout, quoi. C'est une école de la vie. La danse hip-hop, voilà. C'est dans tout la base. Voilà. Merci. Moi aussi, je trouve que c'est central et j'ai l'impression que le sens est là. Tu vois que c'est les vases communicants et un truc qui
tourne, une circularité. Tu vois les copines du cabaret, bon, tu arrives en petit, justement, c'est aussi des questions d'humilité, d'être à ces endroits-là. Tu vas au cabaret, la mise à nu, par exemple, on a travaillé ça, la mise à nu. Si moi, je vais en apprentissage des feuillages, autant je suis bien alignée quand je suis en slam, autant si je dois faire de l'effeuillage ou avoir un déguisement, etc., ça me remet à un endroit d'humilité. Et la même chose, si les copines sont dans des extravagances de cabaret, tout d'un coup, revenir en parole, elles sont aussi à un autre endroit, alors qu'on les a vues en vidéo, tu vois, montrer leurs fesses, mais là, c'est une mise à nu qui est par le cœur, par les mots. Et donc, il y a quelque chose qui circule. Et je trouve que ça, c'est beau. À la fois, on va dans les ateliers des autres, elles ont d'autres pratiques, donc on est participant d'autres ateliers, et ça nourrit, voilà. Moi, je sens que dans les ateliers, tu reviens avec ça dans ta pratique artistique, et l'inverse, quand tu as fait des scènes, que tu as tourné, que tu as appris des choses, tu ramènes en atelier, ça passe directement à la moulinette de la méthodologie des ateliers, et tu retransmets dans les ateliers, voilà. Et puis dans les ateliers, il y a des personnes qui sont... c'est pas la vision des participantes. Il y a une recherche d'horizontalité. Tu vois, c'est pas la vision de quelqu'un qui transmet par le haut des choses. Il y a vraiment une co-construction des savoirs. Il y a quelque chose qui se mélange. Et je trouve que le slam nous apprend ça. C'est comme si le dispositif de la scène slam micro-ouvert se retrouvait dans les ateliers, parce que tu es dans le micro-ouvert, tu as la répartition égalitaire du temps de parole, la belle écoute sur une soirée de 3 heures. Tu prends que 3 minutes la parole, le reste, tu es quand même en écoute. Donc, je trouve qu'après, quand tu rentres dans les ateliers, tu es chargé de ça, cette qualité d'écoute et la porosité, et que tu sais que c'est dans l'écoute que tu métamorphoses aussi ton écriture et tout ton être. Donc, je trouve que, enfin, voilà, moi, j'aime bien cet aller-retour-là, cette passerelle entre les ateliers et les micros ouverts aussi. Et Katé, dans le cypher, le fait d'avoir des flows si différents, j'imagine avec les langues, ça amène sûrement des flows aussi. Moi, j'ai vu des voix différentes, graves. Enfin, voilà, à mon avis, ça inspire. Tu dis, oh là là, on peut faire si vite, ou alors on peut faire comme ça. Ça doit exciter quelque chose au niveau de la curiosité. De ouf. Et c'est un des trucs qui fait que j'adore le rap, justement. J'écoute pas forcément du rap en français ou que en anglais, parce que c'est aussi le truc de savoir maîtriser sa langue, son phrasé, mais comme un art martial, tu vois. Du coup, tu vas avoir une personne qui va faire sonner de l'allemand de la manière la plus douce et soft que tu n'auras jamais entendue, alors que toi, tu as l'impression que l'allemand, c'est agressif, par exemple, tu vois. Ou tu vas peut-être avoir l'impression que, je sais pas moi, un japonais, ou là, n'importe quoi, peut avoir un flow limité à cause de comment sa langue sonne, alors qu'en fait, tu vas écouter ça et tu vas te dire, c'est impossible que ça sonne comme ça en français. Et là, le truc aussi avec le cypher qui a amené un plus, c'est que dans les 2 cyphers, j'ai fait en sorte qu'il y ait à chaque fois 2 styles différents dans la même instru. Donc, c'est aussi une femme qui a fait l'instru. Shout out Fana, c'est une de mes beatmakers avec qui je travaille depuis 5-6 ans. Elle vient de Toulouse. Et je lui ai dit, il faut qu'on fasse, pour le premier cypher, je lui ai dit, il faut qu'on fasse une prod qui est boom bap, trap mélangé. Elle me disait, mais comment ça et tout. Je lui disais, si, tu vas réussir. Je lui ai expliqué un peu le truc. On a choisi de garder le même sample et on a fait ça. Et pour le deuxième cypher, on a poussé le bouchon encore plus loin, parce que cette fois-ci, on a mélangé un côté dancehall avec un côté drill, ce qui est absolument barré, tu vois, a priori. Mais ça a quand même fonctionné. Et j'avais envie que, peu importe la génération ou la proposition musicale de la rappeuse, elle puisse trouver ce qui allait lui plaire, et puis vraiment poser son style comme elle en a envie, tu vois. Parce que c'est ça qui fait la richesse du rap aussi, comme elle disait tout à l'heure, Fatou, il n'y a pas qu'un seul rap, tu vois. Et il n'y a pas qu'un seul type de rappeuse. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à faire comprendre au public francophone, surtout. Oui. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, c'est complètement différent. Tu vas avoir plein de rappeuses et qui n'ont pas forcément la même proposition artistique ni la même apparence, tu vois. Alors que dans le public francophone a du mal
parce qu'il y a eu très peu de femmes francophones qui ont atteint le sommet vraiment du mainstream et de la grande industrie. Donc, en fait, ils ont du mal à se dire qu'il y a plein d'autres genres de femmes qui existent et qui rappent. C'est pour ça qu'on entend souvent ce truc complètement aberrant qui est tu es la nouvelle Diams, ou tu es la nouvelle Kenny Arcana, ou tu es la nouvelle Kazé. C'est toujours ces trois trucs. Mais parce que en fait, ils ne connaissent pas d'autres exemples de femmes qui rappent, tu vois. Donc moi, j'avais aussi envie de casser ça. Dans le premier cypher, on a Nash, qui est la première rappeuse ivoirienne qui a fait un X de rap avec une chanson de rap, et c'était en 98, je crois, ou en 2000. Donc c'est vraiment une ancienne. Et tu vas avoir en même temps une Bouki qui vient de Lyon et qui est une jeune, je ne sais même pas si elle a 20 ans, tu vois. Donc j'avais envie qu'on mélange un peu tout ça, le old school, le new school, tous les discours, toutes les approches, parce que c'est ça qui fait qu'on aime le rap, en fait, tous les styles qui peuvent être réunis. Non, mais c'est trop bien ce que tu fais. Franchement, big up, quoi, Katé, quoi. Parce qu'en plus, ce qui est vraiment bien, c'est de montrer que le rap, il est linguistiquement différent et que les rappeuses ou les rappeurs ne sont pas obligés de toujours aller pour de l'anglais, surtout quand c'est pas leur langue maternelle. Parce que c'est ça aussi. Des fois, il y en a qui sont là, genre, je rappe en anglais, mais je suis francophone, donc on comprend même pas ce que la personne, elle dit. Et c'est comme si c'était une obligation pour avoir la crédibilité, mais non. Moi, je suis très sensible au rap en fait international, que ce soit du japonais, enfin, tout. Il y a plein de rap dans plein de langues africaines différentes. Il y a une grosse culture rap africaine, mais il faut la connaître. Ouais, de ouf. C'est tellement intéressant d'entendre d'autres sonorités parce que nous, on a tous été élevés avec du rap anglophone, il faut quand même le dire. Après, le rap francophone est venu dans notre vie, mais la grosse partie, c'est d'Amérique ou d'Angleterre. Et donc, du coup, c'est très important d'entendre d'autres choses. Ouais, grave. Et franchement, moi, c'est vraiment un truc que j'essaye de totalement déconstruire moi-même quand j'écris. Tu vois, parce que moi, j'ai l'habitude tous les jours au quotidien de parler plusieurs langues différentes. Et ça, c'est depuis que je suis petite, en fait. Du coup, des fois, je suis en train d'écrire et il y a un truc, ça me vient en anglais. Je le dis comme ça. Il y a un truc, ça me vient en baoulé dans mon dialecte ivoirien, je le dis comme ça. Tu vois? Et j'ai arrêté de me poser des questions parce que c'est la langue du futur, entre guillemets. C'est comme dans le sens où nous tous, déjà le hip-hop, c'est déjà un langage, tu vois, mais nous tous, on a l'habitude de vivre dans un monde interconnecté, tu vois, et comment dire, international. Tout le monde est influencé par d'autres cultures, par d'autres langues. En plus, moi, j'habite en Suisse, il y a il y a plusieurs langues différentes, comme chez vous en Belgique. Et au final, on doit presque tous utiliser l'anglais pour finir par se comprendre entre nous. Tu vois? Donc ça fait qu'au final, je suis habituée à devoir à changer plusieurs fois de langue dans ma vie de tous les jours. Alors, c'est devenu un automatisme au final dans mes textes. Tu vois, des fois, je vais faire des couplets, je vais faire des refrains en anglais aussi parce que le public suisse-allemand qui écoutait mes sons venait des fois me dire ah, moi j'adore tes sons, quand je vais à tes concerts, je kiffe et tout, mais comme tu vas trop vite en français, j'arrive pas à chanter avec toi. Du coup, j'ai commencé à faire des refrains en anglais pour que tout le monde puisse chanter, tu vois, etc., parce que pour moi, c'est le monde dans lequel on vit, il est comme ça, en fait. C'est le 21e siècle, c'est le nouveau millénaire. Tu vois, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de... Voilà, c'est ça. Je rappelle pour les gens qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez en commentaire du live, on les posera à la fin. Là, moi, j'avais envie de continuer avec une question sur le fonctionnement de vos collectifs parce que voilà, il y a des charges dans un collectif, comment elles se partagent, comment est-ce que est-ce qu'il y en a qui ont un rôle particulier dans les collectifs, et également comment est-ce que le collectif dure dans le temps. Parce que ça aussi, vous en avez parlé, il y en a certaines d'entre vous qui sont mères et qui, du coup, ont connu des périodes de vie où elles étaient plus peut-être occupées par leur vie familiale. Je suppose que ça implique aussi des changements dans le fonctionnement du collectif. Enfin, voilà, comment
comment du coup le collectif évolue et comment est-ce qu'il perdure dans le temps? Ah, Euh, le collectif, au tout début, on va dire que moi, je m'en suis principalement occupée. Depuis le début de la création de One Nation, je gérais quasiment tout. Ça a duré quand même pas mal de temps. Ça dure encore un petit peu maintenant, mais c'est vrai que ce qui a beaucoup changé, c'est la naissance de mon fils. Et c'est vrai que ça, à un moment donné, c'était plus possible, quand je pouvais plus tout gérer. Euh, J'avais été aussi une année malade, et alors ça aussi, ça a fait beaucoup. Et donc, du coup, bah, les filles ont pris le relais, et donc elles ont géré ce que je gérais d'habitude. D'ailleurs, elles se sont rendues compte du travail que c'était. Elles se sont rendues compte aussi que, franchement, c'était balèze, quoi. Il y avait des choses qui paraissent bêtes, mais qui sont quand même voilà, assez chiantes, si je peux dire ça comme ça, au quotidien. Maintenant, voilà, en globalité, moi, je gère quand même la structure en elle-même, la SBL. Mais sinon, on va dire qu'au niveau des répartitions des tâches, là, depuis quelques temps, on s'arrange assez bien. Il y en a une qui gère ça, une qui gère un peu les filles, une qui va gérer. Enfin, voilà, on se répartit assez bien les tâches maintenant, mais je reste quand même, on va dire, à gérer le truc parce que c'est une habitude et parce que je pense que voilà, j'ai une facilité aussi à le faire. Et voilà, maintenant, au niveau du travail qu'il y a, bah, il y a des filles qui chorégraphient plus aussi que d'autres dans le crew. Parce qu'elles ont aussi cette facilité de chorégraphier. Il y en a qui aiment un peu moins ça. Moi, j'ai un peu moins le temps de m'occuper de ça. Et forcément, voilà, maintenant, on est assez complète dans les filles parce qu'il y en a qui chorégraphient. On a un peu de tous les styles de danse hip-hop, danse urbaine. Et voilà, il y en a toujours une qui s'occupe du mix aussi. C'est absolument pas notre spécialité, mais on n'a pas le choix parce que quand on fait des compètes ou des choses, on nous demande un mix, on nous demande une bande son, donc on doit le faire. Du coup, bah, il y a des talents qui sont nés de ça. Ah, des filles qui ont dû mettre la main à la pâte et commencer à faire des mix, des choses comme ça. Des vidéos aussi, des montages vidéo. Enfin voilà, on s'est toutes retrouvées un petit peu livrées à nous-mêmes parce qu'on n'avait clairement pas le choix. Et parce que voilà, on ne peut pas commencer à payer des gens pour le faire parce qu'on n'a pas les fonds, on n'a pas l'argent, on n'a pas, voilà, on n'a pas tout ça. Donc forcément, c'est pas évident, quoi. Donc voilà, au niveau du travail qui est mis en place avec le crew, ça se passe comme ça. Maintenant, on a aussi une salle qu'on a depuis 4 ans bientôt. Donc avant d'avoir cette salle-là, il faut savoir qu'on louait des salles à gauche, à droite. Donc ça aussi, c'était un travail administratif à chaque fois parce qu'il fallait payer les loyers, enfin, payer des locations d'heures. Et à un moment donné, ça, c'était plus possible parce qu'on s'est dit, il faut qu'on ait notre propre salle pour pouvoir travailler à notre aise aussi. Et le fait d'avoir cette location de salle qui est vraiment, ça c'est le plus gros travail, on va dire, de la SBL, bah, ça aussi, ça a chargé le travail. Et forcément, bah, moi, j'ai été, par exemple, plus absente. Voilà, parce que j'ai aussi mon autre activité sur le côté qui fait que j'ai moins de temps, etc. Mais voilà, depuis en tout cas 2 ans, on se répartit assez bien les tâches et je me tape plus tout le travail. On va dire ça comme ça. Voilà. Ouais, nous, ouais, en fait, je trouve que quand même le travail du collectif, c'est conséquent. Nous, ça fait 8 ans qu'on fait tout à quatre et on a tout un job sur le côté, quoi. On ne vit pas du DJing. Déjà, tous les filles sont divisées, les cachets sont divisés par quatre. De toute façon, c'est impossible. On devrait en fait vendre nos âmes et jouer dans tous les trucs mainstream qu'on n'aime pas du tout pour vraiment gagner notre vie, puisqu'il faut tout diviser. Donc, on a toutes, pendant 10 ans, on a eu tout, enfin 12 ans, ouais, un plein temps plus tout le travail de Superfly et on avait un rythme de DJing comme si on en vivait, quoi. C'était tous les week-ends, tous les 2 week-ends. C'était éreintant. Aujourd'hui, on en rit. Je ne sais même pas comment on a tenu parce que tout le travail en plus, donc une ASBL, la promo, mais ça te mange tout ton temps, la promo, quoi. C'est genre, c'est incroyable, quoi. Et puis, comme tu dis, des détails insignifiants. En fait, non, c'est chiant. Il faut être là, il faut avoir l'énergie. Et depuis 8 ans, on est à quatre. Et bon, il faut la bonne communication. Moi, je dis, c'est ça qui sauve, quoi.
Parce qu'à un moment, tu peux dire, en fait, là, les filles, on est deux, on a fait un peu trop toutes seules. Parce qu'il y en a d'autres qui peuvent s'habituer à ce que, moi je peux m'habituer à ce que ce soit une qui gère toujours la même chose, puis je vais pas dire ah, si je vais le faire, parce qu'en fait elle aime aussi bien le faire, parce qu'on a un peu des contrôles frics, perfectionnistes. Donc il faut savoir se parler à un moment, faire une petite réunion. En fait, on n'en peut plus. Comment mieux partager les tâches? C'est une expérience humaine. En 12 ans, on a tout évolué. Comme tu as dit, il y a eu la maternité qui est récente, ça fait 2 ans et demi en gros, quoi. Et il faut communiquer. Honnêtement, pour travailler en groupe, en général, c'est toujours un peu... ça peut être difficile. Heureusement, nous, ça s'est toujours quand même bien passé. Mais ouais, voilà. C'est la communication. La communication, c'est la clé parce que parfois, ça peut créer des disputes hein, pour des bêtises. Ça peut, voilà, ça peut, franchement, on peut, surtout quand, enfin, moi j'ai un certain âge, j'ai 36 ans et c'est vrai que je travaille avec des filles qui sont plus jeunes que moi. Des fois, c'est pas évident de comprendre. Au début, maintenant, c'est clair, la communication, elle est là et tout ça, mais au tout début, je pense que la différence d'âge entre nous, elle a fait aussi que certaines ne comprenaient pas que voilà, c'était pas possible. Même si moi, je suis à la tête du truc avec Roxane, bah, des fois, il y a des filles qui prenaient le pli, clairement, parce que voilà, c'était une habitude de voir que moi, je faisais toujours tout. Et je pense qu'elle pensait aussi que c'était facile. Donc, je pense que ça, la base, c'est la communication. Et s'il y a une bonne communication, je pense que voilà, ça roule, quoi. On est capable de faire plein de trucs. Donc, voilà. Ouais, je pense que c'est les collectifs, nous, c'est pas simple. Enfin, tu vois, si je prends autour de la table, rien que quand je prends ma sœur et Cindy van der Meulen, à nous trois, il y a 8 enfants déjà autour de cette table. Donc, on doit gérer, tu vois, il y a quand même la vie de famille. Donc, ça, pour nous, c'est un impondérable. Dès le départ, on a autour de la table des filles qui viennent du milieu plutôt entrepreneurial, quand un féminisme, on va dire, libéral, quoi, qui tape sur les mains. Donc, en fait, la réunionnite, enfin, voilà, c'est des petites indépendants. Donc, je veux dire, le temps, c'est précieux, quoi. La maternité prend beaucoup de temps aussi. Donc, nous, on va au plus simple. Moi, j'ai déjà failli sortir. Il y a déjà eu des clashs, il y a des gens, voilà, des personnes sont sorties. Moi, chaque année, je porte trop, donc j'arrive à un moment de l'année de saturation, donc je veux sortir parce qu'aussi tu installes des choses. Moi, je suis la seule personne du collectif. Si tu veux, en Belgique, la configuration slam fait que tu peux les compter sur les doigts de la main ou 10, je ne sais pas, de filles vraiment slameuses qui vivent de leur art, qui... il n'y a pas beaucoup. Donc, du coup, si tu veux, tu te retrouves dans un collectif où, moi, par exemple, je n'ai pas d'équivalent de pairs, par exemple, de filles qui auraient plus de visibilité que moi sur leur travail et qui feraient que, grâce à cette visibilité-là, elles peuvent jouer le rôle de locomotive, c'est elles qui peuvent ouvrir leur carnet d'adresse, donc elles pourraient ouvrir leur carnet d'adresse, elles pourraient prendre les partenariats, etc. Ce qui fait que moi, pour le moment, comme c'est mon nom qui est le plus exposé, c'est à moi qu'on téléphone. Moi, j'avais un gros réseau aussi de mon travail avant, dans toute la militance, etc. Donc, c'est plus simple. Un partenaire va me sonner, c'est fait en 2 minutes. Là, on a un plateau. Et donc, on a pris le pli de travailler comme ça aussi, parce qu'en fait, les gens, par exemple, m'appellent, disent, voilà, on a un budget. Et avec ça, boum, voilà, programme, amène des filles. Donc, on travaille comme ça. Tu as un budget, on a des cartes blanches. Moi, je réunis les filles sur le plateau. Mais il y a personne pour le moment autour de la table qui a cette capacité, les connaissances, le réseau, la visibilité de faire ce taf-là. Donc du coup, moi je charge la mule, ça équilibre parce qu'il y a la mission de vie qui vient à chaque fois remettre la balance. Mais c'est vrai que là, surtout avec le confinement, avec la question aussi de, à partir du moment où tu as fait le choix d'être vraiment dans l'artistique, de vivre de l'artistique, il faut aussi, le confinement et l'effondrement des agendas a fait qu'à un moment donné, moi j'ai eu une secousse et j'ai dû me dire, ouais, d'abord je vais devoir prendre quelques mois pour moi d'abord sauver ma pratique artistique, mon boulot et voilà, de voir comment... Donc,
tu vois, tu te replies un peu, tu investis moins, et puis tu vois si les forces autour de la table peuvent prendre le taureau par les cornes, et en fait, parfois, ça ne se fait pas, en fait. Donc, moi, je sens que le point névralgique, il est là, c'est-à-dire que, voilà, le projet est magnifique et beau, mais il a une configuration tellement particulière que ça peut peser, voilà, ou reposer sur mon propre nom. Donc, du coup, là, on est en train de travailler pour que je puisse encore donner ces coups de fil et ramener les subsides sur la table. Et après, c'est carte blanche. Mais après, du coup, ça a tellement été associé que moi aussi, je donnais les ateliers, etc., que c'est compliqué pour, par exemple, nos partenaires, maintenant, de se dire, bah, tiens, on va faire un cycle d'ateliers L-Slam et que moi, je donne aucun atelier dedans. Parce qu'en fait, les gens aussi viennent dans L-Slam voilà, par cette porte d'entrée-là. Donc voilà, mais après, ça pose des questions. Et puis nous, on venait de la militance aussi, où on a eu des collectifs militants qui nous ont esquinté la santé. Hein. On a une particularité aussi, on est plein de nanas à avoir fait des burn-out, etc. dans la militance. Donc on doit se respecter et de trouver une manière qui nous convienne à nous. Voilà, si on n'a pas envie de multiplier les réunions, si on n'a pas envie parce que on est crevé avec les enfants, etc., il faut qu'on puisse se respecter là-dedans aussi. Ouais, il faut savoir se préserver, hein. Ça, les burn-out, on connaît aussi, hein. Et je crois que la bienveillance et la remise en question aussi, c'est très important. Nous, on a souvent été bienveillantes les unes avec les autres, ou il faut savoir se dire, ouais, là, j'ai déconné, je vais réfléchir à ce que j'ai fait. C'est peut-être, enfin, faut vraiment être chill, quoi, pour travailler en groupe. Sinon, ça ne marche pas. Pas trop d'ego aussi. Ça, les gros égos, ça va juste pas. Les gens qui ont besoin de toute la lumière sur eux ne peuvent pas évoluer avec un groupe. Ça nous est arrivé aussi. Il y a un moment, ben, il n'y avait pas la place pour ça, parce qu'il faut savoir se mettre en retrait à certains moments. Voilà, là, nous quatre, on s'est bien retrouvés là-dedans parce qu'on est comme ça, mais c'est pas facile non plus, gérer les égos dans les collectifs. Ouais, après, tu vois, on travaille parce que je trouve qu'on se met des garde-fous aussi. Là, nous, ben, souvent, on est appelé pour faire un plateau, en fait, parce qu'en slam, les textes sont courts, donc on a des interventions, on fait 2-3 textes, etc. Et là aussi, ben, il faut, tu vois, si on est 5, il faut que ce soit la répartition égalitaire, y compris sur les cachets. Nous, on travaille là-dessus aussi. C'est qu'en fait, nous, ça ne change rien, que ce soit moi qui sois là ou quelqu'un qui, là, on a nos invités, elles montent sur scène pour la première fois, clac, c'est le même cachet, quoi. Donc, c'est vraiment un truc de se dire qu'à cet endroit-là du collectif ou du projet, c'est ça qu'il faut travailler. Et moi, je dissocie vraiment à cet endroit-là. C'est vraiment comme ça que le travail doit se faire, parce que moi, j'ai une pratique artistique. Si je veux aller sur scène et montrer ma tête, ce sera là-bas. Mais là, tu vois, les soirées slam, moi, j'anime, je prends beaucoup de plaisir à introduire. Mais moi, je ne fais pas de slam dans les soirées elles slam, en fait. Je suis au micro, j'introduis les gens, les copines, et je prends beaucoup de plaisir à ça. Donc oui, c'est vraiment le projet qui est devant, la mission, pour nous, en tout cas, la vision politique sur le long terme de qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et toi, tu t'effaces, et en éducation permanente, de toute façon, l'animatrice ou l'animatrice artiste doit s'effacer. C'est la parole des participants des ateliers qui... on travaille pour que ces paroles-là puissent s'exprimer, et nous, on est en retrait, quoi. Merci. Peut-être une dernière question de mon côté, puis après, ce serait chouette qu'on dialogue. Enfin, peut-être vous avez peut-être des questions les unes aux autres. Ça peut être chouette de voir qu'est-ce que ça vous a inspiré de rencontrer chacune. Voilà. Moi, j'avais une question un peu provoque, mais qui était est-ce qu'en 2021, on a encore besoin de collectifs uniquement féminins et sinon, c'est quelque chose. Et si oui, qu'est-ce que ça apporte en fait est-ce que ça permet des choses vous avez déjà évoqué des choses hein, comme le safe space et tout ça. Et voilà, et comment grandir ensemble, notamment dans la visibilité aussi, puisque on le disait au tout début, les femmes ont toujours été là, elles ont toujours porté, mais peut-être un peu moins en vue, un peu moins focus.
Et est-ce qu'il est temps maintenant que le focus soit partagé par tous? Voilà, et je reviendrai aussi juste sur une petite chose que disait Catégorique. C'était la question, les femmes ont toujours été là, mais parfois, on voulait qu'il n'y ait qu'une seule rappeuse à la fois. Comme tu disais, tu es la nouvelle Kazé ou tu es la nouvelle Kenny. C'est comme si, oui, il peut y avoir une femme, il y a une slameuse en Belgique, c'est elle, et puis après, c'est l'autre. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi en avoir plusieurs à la fois, à un moment donné, très différentes? Et voilà. Si je peux rebondir sur ce que tu es en train de dire, que je trouve très bien, c'est que en ce moment, on peut voir depuis quelques années que ce phénomène se passe sous nos yeux dans l'industrie américaine. Je m'explique. Avant, dans les années 2000, moi, quand j'étais ado, j'étais habituée à voir plusieurs rappeuses américaines différentes marcher en même temps. Tu vois, ça veut dire il y avait Foxy Brown, il y avait Missy Elliott, il y avait Lil Kim, il y avait Lauryn Hill, c'était normal, tu vois. Et aujourd'hui, à partir des années 2000, pendant très longtemps, pendant presque 10 ans, il n'y a eu que Nicki Minaj, c'était la seule. Mais ce n'était pas de sa faute, hein, c'est juste qu'elle est trop forte. Donc, la seule qui venait en deuxième, elle était loin derrière elle. Et du coup, les gens, ils se sont habitués à ce qu'il y ait une queen et toutes les autres en dessous de la pyramide. Et donc, comme par hasard, depuis que Cardi B est arrivée, tout le monde les met en guerre l'une contre l'autre. Et au final, c'est deux êtres humains, c'est deux bœufs. Donc, forcément, elles vont se dire... Elle a parlé sur moi, qui a parlé sur moi. Et au final, ça fait monter les meufs les unes contre les autres, alors que de base, elles ont, si ça se trouve, elles n'ont rien demandé, elles n'ont rien l'une contre l'autre, elles viennent en plus de la même ville, ça n'a aucun sens en fait de créer tout un bif autour de ça. Mais non, il faut qu'il n'y ait qu'une seule rappeuse, tu vois, dans la tête des gens. Alors qu'avant, ça a toujours été normal. Et là, je parle de ça, mais là, ça concerne vraiment l'industrie américaine, tu vois, aujourd'hui. Mais nous, ce qu'on vit, en fait, dans le rap francophone, c'est encore complètement différent parce que nous, on n'a pas encore vécu ce truc il y a plusieurs rappeuses qui fonctionnent en même temps, au même niveau. Attention, au même niveau, tu vois. Dans un niveau vraiment mainstream, grand public, qui peut plaire aussi aux personnes qui n'écoutent pas forcément du rap. On n'a pas encore vécu ça vraiment dans le côté rap francophone, tu vois. Du coup, c'est assez difficile pour les gens dans leur tête d'envisager quelque chose de différent, tu vois. Il suffit que tu parles un petit peu de politique et de phénomènes de société dans tes sons, ils vont te dire que tu es Kenny Arcana. Et si tu le fais quand tu es noir, ils vont te dire que tu es Kazé, tu vois. Alors que peut-être que fondamentalement, votre proposition musicale n'a rien à voir, tu vois. Et ça, c'est un truc très, 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 très compliqué parce que c'est un truc qui est enrichi encore même parfois par les acteurs même de la culture hip-hop et leurs médias. Et c'est ça que je trouve dommage et que j'essaye de passer comme message à travers le cypher aussi, c'est que en fait, les gens veulent mettre un terme derrière ça. Ils veulent dire rap féminin. Mais ça veut dire quoi, féminin? Tu vois? C'est genre, il n'y a pas qu'une seule féminité, il n'y a pas qu'un seul genre de femme, il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas qu'un seul genre de vécu. Et donc, moi, j'essaye de déconstruire ça pour faire comprendre, en fait, aux gens que de mettre un genre là derrière, en fait, c'est complètement absurde et on manque on manque de respect nous-mêmes à notre culture, en fait, qui est la culture hip-hop et au rap, en faisant ça, en fait, parce qu'on est en train de réduire euh, euh, toute une partie des artistes au fait qu'elles sont nées avec un utérus alors qu'elles n'ont rien demandé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça l'idée, c'est de se dire, en fait, si tu kiffes vraiment le rap, là, il y a presque 9 minutes de son avec une vingtaine de meufs qui font que des trucs différents. Donc, forcément, tu vas en trouver une que tu vas kiffer et tu iras l'écouter et après, tu arrêteras de dire des bêtises. C'est un peu ça. C'est ça. Merci. Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent? Ce n'est pas obligatoire, hein, parce qu'il y a les questions aussi des gens qui regardent la séquence, mais est-ce que vous avez une petite question à l'une ou l'autre? Katé? Ouais, moi, je n'ai pas une question, mais j'ai une anecdote par rapport à ce que Sarah elle a dit tout à l'heure sur les VIX, là. En fait, c'est ouf parce que, comme tu disais tout à l'heure, Flora, moi, j'ai commencé la danse hyper jeune et tout.
Et quand j'étais ado, j'avais des groupes avec mes copines aussi et tout ça. Et la première fois que j'ai touché des logiciels de musique, c'est justement parce qu'on devait faire un mix, en fait. Et ça m'a grave aidé après quand j'ai commencé à m'enregistrer toute seule parce que j'ai utilisé d'autres programmes qui avaient complètement rien à voir et j'avais déjà capté tous les petits automatismes du programme justement parce que j'étais obligée de faire les mix de mes groupes de danse, tu vois. Donc ça m'a fait sourire quand tu as dit ça parce que ça m'a remis dans un mood de souvenir, tu vois, à l'ancienne et tout. Ouais, carrément. Après, j'ai jamais touché à ça. Parce que niveau informatique et tout, je suis nulle, mais nulle. Donc j'ai toujours donné. J'ai toujours trouvé un moyen. Parce que même quand tu donnes cours en école de danse, on te demande une bande-son, on te demande de faire ton propre mix quand tu es prof dans une école de danse. Donc franchement, après, je sais pas s'il y a des écoles qui fournissent DJ ou quelqu'un qui gère ça. Mais en tout cas, moi, dans toutes les écoles que j'ai données, où j'ai donné cours, on nous demandait de faire nos mix. Ah Donc ouais. non, en fait, c'est pas mon travail, moi. Donc, mais voilà, moi, étant vraiment nulle dans l'informatique, je léguais toujours ça à quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai que dans One Nation, les mix, c'est Roxane qui se les tape et un petit peu Hendrik parfois aussi parce que voilà, ils ont eu la facilité plus que moi ou même plus qu'une autre. Mais franchement, c'est des petits trucs comme ça qu'on ne pense pas quand on est juste une danseuse. On ne te dit pas, oui, en plus, il faut faire des super mix parce que nous, quand on est parti aux États-Unis, ah bah là, on a ramassé une super claque parce que les mix, ils étaient de très très bonne qualité. Et nous, on a fait un mix avec un programme très, voilà, que tout le monde peut avoir. Et ça s'est entendu, voilà, ça s'est entendu que le mix était vraiment pourri. Et que voilà, enfin, voilà, c'est dommage, hein, mais on savait pas, hein, franchement. Mais le mix, il était vraiment ouais, je sais pas si c'est les basses ou quoi, mais c'était vraiment très bas. Et enfin, c'était une catastrophe, quoi. Donc après, on s'est rendu compte de l'importance que ça a aussi voilà, de pouvoir faire ça. Maintenant, c'est vrai qu'on fait appel quand on doit faire vraiment des trucs euh, comme des créations, bah forcément, on fait appel à quelqu'un parce qu'à un moment donné, c'est pas possible. Mais pendant longtemps, on a fait même nos mix pour des petits shows, des petits concours chorégraphiques et tout. Voilà. Ça, c'est un petit peu la merde, quoi. Mais moi, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure et l'importance d'avoir des crews féminins, enfin des groupes ou des collectifs féminins. Moi, je trouve que justement, c'est super important et je trouve ça bien parce que moi, comme j'ai dit, quand j'ai créé One Nation et que j'ai voulu que des filles, c'est vraiment par facilité pour éviter aussi un tas de trucs. Peut-être même des jalousies avec les petits copains, des choses comme ça que les filles elles avaient. Enfin voilà, c'est con, mais c'est vraiment une facilité au quotidien et moi, je ne regrette pas du tout d'avoir mis l'exclusivité sur les femmes et les filles. Donc, franchement, moi, j'incite toutes les filles à le faire parce que, voilà, pour celles qui a peut-être cette gêne, parce qu'il y a peut-être des filles qui sont gênées de danser devant des garçons, qui ne sont pas à l'aise. C'est possible. Moi, je trouve que c'est hyper important d'oser le faire et justement, moi, je trouve que ça donne un cachet de voir un groupe de filles, par exemple, là dans la danse, je trouve que ça donne un cachet de voir un groupe de filles qui tapent un show chorégraphique, bien nerveux, avec du crump dedans, plein de choses. Franchement, ça donne vraiment un truc. En plus, voilà, dans le crew One Nation, on a une fille comme Mavinga qui est à l'aise avec les acrobaties et compagnie. Donc, franchement, ça donne vraiment son truc. Quand ça vient d'un groupe féminin, ça change directement tout. Donc, moi, je dis qu'il en faut et je trouve qu'il n'y en a pas assez en Belgique. Je ne sais pas si on est les seuls, je pense. Je pense qu'on est les seuls. Je ne sais pas, Florent. Je pense que vous êtes les seuls. Ouais, ouais. Je pense qu'on est les seuls. Enfin, voilà, il y a tellement de bonnes danseuses. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir des crews où c'est mixte. Mais je trouve que c'est bien de se réunir entre meufs comme ça et voilà, de se donner de la force parce que c'est con, mais je pense que quand tu es qu'avec des filles, tu te donnes plus de force que quand tu es avec des gars, etc. Donc, après, moi, pour rectifier, il y a quand même Corporel aussi. Oui, Corporel, mais qui est aussi avec. Voilà. Qui vient c'est avec des filles des femmes qui viennent aussi de One Nation avec Mavinga, Hendrix, Raquel et Sarah. C'est ça, ouais. Voilà, c'est vrai que vous avez fait fort, hein, One Nation, quand même.
Donc, Merci. Voilà, je trouve qu'il faut vraiment plus encore de choses comme ça parce que ça donne quelque chose de différent. Bon, Et, parce que aussi moi enfin, c'est pas général ce que je dis, mais dans les concours chorégraphiques, à chaque fois que tu vois une bande de meufs arriver sur scène, franchement, il y a une chance sur deux pour qu'elle te tape un truc vulgaire ou dénudé ou qui met pas la meuf en valeur. Donc du coup, franchement, quand tu vois un groupe de filles arriver et qui tapent du hip-hop et du vrai hip-hop et ça danse, vraiment ça danse, bah, ça fait du bien. Ça fait du bien et ça change aussi parce que, voilà, malheureusement, des fois, tu vois des filles, tu te dis, ah bah obligé, elles vont taper un truc girly, mais parfois, ça c'est tape un ça. peu trop dans les traits. Voilà. Pas Ouais. toujours, hein, pas toujours, mais parfois, voilà, c'est pas des choses qu'on a envie de voir, nous, en tant que femmes, en tout cas. Voilà. Il faut faire des crews de meufs. bon, Katé, on arrive, tu veux dire un on arrive truc? tout doucement à la fin. Et du coup, je vais poser, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille dire quelque chose, j'ai pas envie de couper non plus. Mais je vais poser on a eu des questions du public. Ah, il y en a quand même qui regardent. Il y en a qui regardent, parce qu'on ne sait pas. Hein. On est dessus, J'avais peur qu'il n'y ait pas de questions. Ouais, il y a une question de CJ Clyde, de CJ Sid. Le rap masculin semble être dissocié du rap féminin. Est-ce que cette distanciation est selon vous justifiée au niveau du rythme, des paroles ou du beat? Elle m'a déjà énervé la question. Y aurait-il un truc en plus ou un truc en moins? Merci pour ce live, c'est un plaisir. Mais pourquoi tu dis rap masculin et rap féminin? Il du y rap. a déjà un problème dans la formulation de la question. Ça veut dire que toi, en formulant ta question, tu fais l'opposition dont tu parles dans la question, en fait. Le rap, c'est le rap. C'est les gens qui veulent différencier et puis mettre rap féminin, rap masculin. C'est pas du foot, les gars. C'est de l'art. C'est pas de la boxe. C'est pas un truc où on a besoin d'être du même poids et du même, tu vois. C'est de la musique. Donc, en fait, les personnes qui rappent, les personnes qui sont fans de la culture hip-hop, les personnes qui écoutent du rap, ils vont pas écouter une personne parce que c'est un gars ou une personne parce que c'est une meuf. J'ai une preuve. Là, plus de 60% des personnes qui m'écoutent sont des hommes. Ils m'écoutent pas parce que je suis une meuf. Ils m'écoutent parce qu'ils aiment le rap. Tout comme les autres femmes qui vont m'écouter et qui vont m'écouter parce que j'aime le rap, parce qu'ils aiment le rap. Donc, en fait, il faut que nous-mêmes, on arrête de faire cette erreur dans notre manière de nommer les choses, en fait. Le fait de dire rap masculin, ça veut plus rien dire, frère. Tu vois? Comme de dire rap féminin. J'ai jamais entendu rock féminin. J'ai jamais entendu électro féminin. J'ai jamais entendu architecture féminine. On va aller loin. J'ai jamais entendu cinéma féminin. Tu vois? Donc, en fait, rien que le fait de le dire, c'est déjà comment dire, c'est déjà quelque chose qui n'existe pas, en fait, qui n'est pas réel. Parce qu'encore une fois, ça veut dire quoi, féminin? Euh, Dans le rap US, tu vas avoir des meufs, les gens vont être super habitués à ce que des femmes parlent ouvertement de leur vie sexuelle et tout le monde trouve ça normal. Alors que si une rappeuse en français elle le fait, tout le monde l'insulte et ils disent que c'est une PUTE. Il est où le problème? Il y a quand même un problème dans notre manière de voir les femmes. Donc, c'est à cause de ça, en fait. C'est à cause de la manière dont on voit les femmes qu'on a envie de dire rap féminin, parce qu'en vrai, ça n'existe pas. Hein. Après, Ni les pour moi. expériences qui sont racontées via le rap, évidemment, selon qu'on soit un homme ou une femme, elles sont différentes parce Elles que sont c'est différentes. des différentes expériences de vie. Une vie de femme Exactement. n'est pas la même qu'une vie d'homme. Et une vie de Exactement. femme noire n'est pas la même que la vie d'un homme blanc, tous les deux rappeurs, et qui vont parler de ça dans leur track, tu vois. Peut-être que les gens, c'est ça qu'ils veulent dire à un moment, et que quand toi, tu es une femme, moi, je vais m'identifier à certaines paroles plus facilement que d'autres, parce que je vais me retrouver dans cette expérience de vie. C'est peut-être que Voilà, là qu'il y ou a la même pas différence. forcément en fait. Ou même pas Hein. forcément parce que tout va dépendre aussi de ta proposition artistique au final en fait, ou bien des thèmes que tu vas aborder et tout. En fait, de la même manière qu'il y aura plein de gars qui vont faire du rap différent, bah, c'est exactement la même chose pour les femmes en fait. Les femmes, c'est pas des extraterrestres, c'est des êtres humains.
Donc, en fait, voilà quoi. Tu vois, moi, c'est un peu ça. Donc, arrêtez de dire ça, les gars. Moi, je ne valide pas du tout ce terme ultra réducteur. Donc, voilà. Non. NON. Moi, j'entends ce que tu dis et ce que vous dites, mais moi, je n'utilise pas de toute façon. Mais nous aussi, comment on se définit, ça dit des fois des choses. Tu vois, une slameuse, c'est pas une poète, et une poète, c'est pas une poétesse, et une auteure, c'est pas une autrice. Les mots, la manière dont on se nomme aussi, ça dit des choses de là où on parle. On a aussi des fois cette responsabilité-là de quand on se nomme, ça dit des choses sur ce qu'on fait aussi. Après, moi, je ne fais pas un slam féminin, mais par contre, je fais de la poésie sociale et je fais de la poésie féministe. Donc, je vais quand même nommer à un moment donné exactement, redonner une dimension quand même politique à mon travail artistique. Et par exemple, si tu te dis artiviste, ça te met aussi à un endroit, je pense que, peut-être que nous, quand on nomme notre travail, c'est aussi faire un contre-pied à là où on veut nous mettre, on veut nous mettre dans des cases. Oui, moi, je lis ça aussi, slam et femme artiste, etc. Moi, je ne m'appelle pas femme artiste, mais je cherche quand même une manière de me définir qui dit exactement ce que je fais et qui dit exactement que je ne vais pas m'en laisser compter et que c'est politique ce que je fais et que mon propos va être politique aussi. Comme ça, voilà. Bien sûr, je suis complètement d'accord parce qu'en fait, au final, ça définit justement le travail que tu fais, le message que tu véhicules et ce que tu fournis en fait à travers ton slam. Alors que quand les personnes vont mettre rap féminin, ils vont s'arrêter au fait que non, mais c'est juste parce que tu es une fille en fait. Peu importe ce que tu vas raconter. C'est pour ça, avant, je prenais l'exemple de tu peux parler de sexe, tu peux parler de politique, tu peux parler de quoi que ce soit. C'est comme si ça comptait même pas en fait. On va forcément te réduire à ça, alors qu'une femme qui rappe, bah, c'est une femme, elle sait pas ce que c'est d'être un homme puisque c'est une femme, elle raconte juste son expérience de vie, tu vois. Et moi, je trouve que c'est important de définir ce que on a fait comme travail, comme tu dis, en mettant, tu vois, en nommant les choses, plutôt que de définir par rapport au genre, tu vois, pour moi, c'est complètement, ça n'a pas de sens en fait, parce que comme elle disait Fatou tout à l'heure, tu vas écouter des meufs, plein de meufs différentes qui vont pas du tout te raconter la même chose, pas du tout de la même manière, tu vois. Et c'est un travail différent et c'est un acte différent et c'est un message différent, même si c'est toutes des femmes, tu vois. Oui, tout à fait. Et puis, je pense que nous appelle le slam a le vent en poupe, hein, donc t'es mis à toutes les sauces aussi. Des gens qui croient que tu fais du rap, vraiment, moi, on m'appelle, on me demande d'animer des ateliers de rap, voilà. On croit que je mets de la musique sur mes textes. On te fait des commandes 1h30, tu vois, seul sur la scène, alors que les textes font, tu sais, en slam maximum, c'est 2-3 minutes, donc tu n'as pas une pratique pour remplir 2 heures de texte a cappella. Donc, on doit aussi batailler pour, voilà, ce que je disais, redire ce qu'on fait comme travail. Et c'est le lien aussi avec comment on te nomme dans les programmations, comment les journalistes te nomment, comment ils t'appellent dans les titres, dans les interviews, etc. Voilà, moi j'ai déjà eu une fois Lisette Lombé, la rappeuse en colère, et alors tu te dis, mais oh là là. Gars, il faut tout dedans, quoi. Hystérique. C'est grave. Mais moi, par exemple, je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, j'ai arrêté de dire DJ. Parce qu'en français, DJ, tu es là, en fait, non, je suis juste DJ. Et, exact. Et combien de fois, nous, on n'a pas eu l'expérience aussi, en fait, on nous book, ouais, c'est des femmes, elles vont faire les belles plantes sur le podium. À la limite, peut-être qu'elles mixent même pas. Donc, on a même des gars qui sont venus regarder si on mixait vraiment, quoi. Parce que nous, pendant longtemps, on a mixé avec les vinyles. Tu sais, on était là, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Et en fait, c'était juste pour être sûr qu'on mixait vraiment. Ben, pourquoi? Parce que tu es une femme, on pense que non, tu es juste là pour appuyer sur play, tu vas poser. Et enfin, on était tellement contre ça. Des fois, c'est vrai qu'on a refusé des endroits parce qu'on a trop compris que c'était ça que ces endroits voulaient. Et ça, c'est quand tu utilises l'image de la femme comme un produit à montrer sur scène. Elles sont gentilles, elles ont des seins. Enfin, je veux dire, c'est complètement... Enfin, c'est fou quand même encore de penser comme ça.
Mais c'est vrai que du coup, depuis que je t'ai écouté, je vais arrêter de dire rap féminin, Cathy. J'ai dit ça en plus au début. Voilà. Rap de femme, je ne sais pas, rappeuse, quoi. Mais Moi, je c'est dis vrai que rappeuse, tu vois. je Ouais, vois c'est ce que ça. tu veux dire, ouais, je comprends. Parce Et que je trouve que ça change tout, tu sais. on a une c'est- autre question Oui. qui va un peu dans le sens de ce qu'on disait par rapport aux journalistes, programmateurs, etc. C'est une question de Claudine Fouine qui demande, après la sensibilisation des femmes à travers des ateliers en non-mixité, des collectifs de femmes, etc., y a-t-il une volonté de sensibiliser les hommes, artistes, organisateurs d'événements, etc. Est-ce déjà d'actualité? Si pas, qui devrait prendre en charge cette mission? Bah, en Bah, fait, écoute, moi, je te réponds direct. Hein. Comme dans les milieux féministes, il y a des alliés, des gars qui se réunissent, bah, qui prennent en charge ça. Tu sais, tu as des énergies. Enfin, moi, je te dis ça aujourd'hui parce que je suis en creux. J'ai envie de mettre mes énergies dans autre chose. Je veux dire, les gars peuvent se réunir. Il y a des mecs qui peuvent porter des projets s'ils ont envie de se sensibiliser. Après, parce que tu t'imagines, sinon, c'est beaucoup d'énergie. Je pense que le message, comme ça s'est dit aujourd'hui, c'est que nous, on fait notre taf, on est sur des questions, on se renforce, on négocie nos contrats, etc. Et on est dans la place. On a décidé de monter ensemble, on fait nos trucs. Et pour moi, ça a valeur, c'est de la visibilité, c'est très symbolique, ça ouvre des portes pour les autres, etc. Et je trouve déjà que c'est déjà beaucoup d'énergie de faire ce travail-là. Après, c'est des trucs plutôt, moi, je trouve, je ne vais pas m'organiser spécifiquement des ateliers pour faire de la pédagogie, Pour les pour hommes. sensibiliser pour les hommes. Par contre, ceux mhm. qui veulent s'intéresser, moi je redis chaque fois, mais c'est comme je le dis, là si on m'appelle dans un atelier, si je sens que je suis appelée dans un lieu parce qu'il faut une personne racisée, parce qu'il faut une femme, parce que je vais le dire, si je sens que j'ai des donneurs d'ordre qui jouent sur sur la visibilité, sur tu auras une lasagne et de la visibilité, mais qui ne donne pas de cachet, je le redis. Si je suis dans un panel où j'ai senti qu'on m'appelait pas pour les bonnes raisons, je le redis. Moi, je trouve que mon énergie, elle est déjà à cet endroit-là. Et pas dans ma mission de vie, c'est pas, elle est du côté, j'ai envie que les femmes se renforcent et plus de visibilité. Et je trouve que je suis à ma juste place à cet endroit-là. Donc peut-être qu'il y a des gens qui peuvent faire un autre taf, quoi. Ouais, de ouf. Et si on fait des trucs comme ça et on a des idées comme ça, c'est parce que justement, il y a un problème à la base, en fait, dans notre réalité. Donc, si tu attends que quelqu'un d'autre vienne régler ton problème, il va jamais rien se passer. Moi, c'est comme ça que je vois le truc aussi. À un moment donné, comme j'ai dit tout à l'heure, je me suis dit, mais en fait, je suis là, je parle. En fait, les gens, ils n'ont pas l'air de m'écouter ou alors de comprendre ce que je vais dire. Donc, il faut que je fasse un truc qui va parler de lui-même. Parce que des fois, en fait, les choses tombent pas du ciel. Hein. Si on attend, il ne se passe rien. Donc, on a aussi besoin, à un moment donné, de faire les choses par nous-mêmes aussi. Et si ça peut, par la suite, tu vois, changer un petit peu la mentalité des gens. Voilà, comme je disais tout à l'heure, ils vont s'habituer à avoir des meufs qui rappent, à avoir des groupes de meufs. Bah, peut-être que ça deviendra beaucoup plus naturel pour des programmateurs de programmer plus de meufs parce qu'ils vont simplement connaître leur travail déjà pour commencer, en fait, tu vois, etc., etc. Et ça donnera peut-être envie à d'autres meufs de se connecter entre elles et tout. Et c'est que du bonus, quoi, je trouve. Ouais. Et peut-être là, je dois dire que, en fait, là, je pense qu'il faut remercier quand même, avec les excès que ça peut avoir parfois, mais il faut quand même remercier la militance aussi, parce que ce qui se travaille en militant, c'est-à-dire les points d'attention, de dire attention dans les panels, il faut que ce soit, il y a de la diversité, que ce soit égalité hommes-femmes, etc. Ça, il y a une porosité vers les programmations aussi. Tu peux pas aujourd'hui te dire de faire un plateau. Là, on avait eu le cas au Sangor, justement. Et bien les arts urbains, justement, c'est pour ça que je pense que tout le monde ici autour de la table est en belle confiance parce qu'il y a des points d'intention à ça. Quand tu réunis des gens dans une programmation, tu fais attention. Voilà, mais ça, je crois que. Et aujourd'hui, ça serait compliqué. Tu sais que tu vas avoir un retour de bâton médiatique si tu ne fais pas attention à ça. Donc, quelque part, il y a une pression, presque de la militance sur la programmation aussi. Je ne dis pas que c'est bien ou quoi, mais en tout cas, les milieux militants mettent aussi une pression pour qu'il y ait une représentation des femmes, qu'il y ait une représentation des personnes racisées, une représentation LGBT, etc. aussi.
et que dès que tu vas faire du pinkwashing, dès que tu vas faire du tokenisme, etc., il y a les réseaux sociaux vont te renvoyer que tu es à côté de la plaque ou que tu es dans quelque chose d'opportuniste aussi. Au point de vue des programmateurs, il y a une association qui s'est créée pour voir un petit peu combien il y a de femmes sur scène dans les musiques actuelles, dans les festivals par exemple, dans les programmes et tout ça. Et donc, il y a plusieurs lieux qui ont décidé d'être très attentifs à ça parce que finalement, il n'y avait que 10% de femmes programmées dans des très gros festivals. Et la raison qui était invoquée, c'était mais il n'y a pas assez de femmes de qualité. Donc là, il y a des gens qui travaillent maintenant à ça. En tout cas, chez les programmateurs, chez nous, ça commence, grâce aux militances aussi, à commencer à dire bon, faisons un comptage, ne serait-ce que ça. Comptons dans l'année combien on a programmé de personnes et si le pourcentage est ridicule, si tu as programmé et sur plusieurs années, il faut peut-être te poser la question sur d'aller chercher des artistes un peu plus loin que ta shortlist. Voilà, donc je pense aussi, et le fait d'organiser des événements, le fait que vous organisiez des événements, le fait qu'il y ait des programmatrices aussi, ça peut amener des bonnes pratiques peut-être au niveau de la visibilité. Plus largement, oui, c'est cette question de visibilité finalement auquel on revient. Ouais, c'est une fausse réponse de dire qu'il n'y a pas assez de femmes de qualité. Exact. Parce que, en fait, c'est comme détourner la question. Parce qu'en fait, les femmes de qualité, elles sont là, mais si le programmateur, il pense comme ça, le producteur de musique, il pense comme ça, le gars qui programme des playlists radio, il pense comme ça, bah forcément, vous ne les connaissez pas, les meufs. C'est ce qu'ils les connaissent. Donc, le problème, il ne va jamais être résolu, tu vois. Et moi, je te rejoins, Katé, quand tu disais qu'il faut faire des choses que des fois les actes, ça paye plus, tu communiques plus à travers les actes qu'à travers la parole. Bah, moi, on voit aussi dans nos métiers de programmatrice que faire un événement comme celui-ci aujourd'hui ou encore des événements pour les femmes et qui mettent en avant les femmes artistes, ça permet à d'autres programmateurs, en fait, hommes, de se poser la question. Ou en tout cas des gens qui ne seraient pas forcément sensibles à ça, de se dire ah bah oui c'est vrai et il faut que je fasse attention à ça, par exemple des gens qui sont moins dans des cercles militants ou encore voilà, des hommes qui ne sont pas forcément directement alliés de cette cause, ils vont se poser la question à travers voilà, des événements comme celui qu'on fait aujourd'hui. Donc, Oui, peut-être moi, je voulais dire aussi dans ce qu'on a mis en place collectivement, quand même, nous, ce qui nous a, en tant qu'artistes maintenant, ce qui nous aide, c'est quand même la question de l'argent. Qui est une question très taboue, qui est une question que si tu dois la porter individuellement, négocier tes contrats, etc., c'est pas simple. Et nous, on voit que le fait d'avoir été en groupe, de pouvoir se dire, tiens, on a une petite charte de prix avec Elslam, c'est autant, c'est le prix qu'on a calculé pour se sentir respecté dans notre force de travail. C'est quand même plus simple de répondre en nous, c'est quand même plus simple de téléphoner quand tu as des personnes qui débutent et voilà, qui nous sonnent en disant, mais toi, tu factures combien moi, je n'ose pas, mais si, il faut quand même oser, etc. Et de se renforcer sur ces questions-là. C'est aussi un endroit, indépendamment de l'artistique, indépendamment de l'éducation permanente, où nous, on travaille. Voilà. Et je trouve que d'être ensemble, ça nous a aidés. Maintenant, on est quand même plus... c'est quand même confortable. Des cachets plus corrects. Des cachets plus corrects. Et nous, on a fait tout un travail sur la représentation aussi, parce que ça, je sais que, je t'ai entendu tout à l'heure, Fatou, j'entends très fort dans le milieu hip-hop sur la question des valeurs. On a dû nous faire un co-coaching pour se dire que si c'est difficile quand tu fais un art engagé, tu dois te poser plein de questions. Tu dois te poser des questions de où tu vas,
quel public, est-ce que tu travailles avec des milieux mainstream, avec des milieux institutionnels, etc. Et dans la balance, il y a la question de payer tes factures à la fin du mois. Voilà, nous, les mères de famille solo, il y a la question de la santé physique et mentale sur le long terme, parce que tu ne peux pas rester dans une précarité sur le fil, sinon tu vas t'user et faire un plongeon, quoi. On ne se souhaite pas une fin de vie sur le fil. Et donc, du coup, le fait de commencer à réfléchir à cette question-là et d'entendre les personnes dans notre groupe qui avaient des sensibilités qui viennent plutôt du féminisme dit libéral, c'est-à-dire qui joue sur les leviers de l'émancipation économique des femmes, ça nous a permis de travailler cette question-là et que ce soit plus tabou et de nous mettre des montants dans lesquels on se sent respecté et aussi de faire tout un travail, mais vraiment de déconstruction de stéréotypes en se disant, écoute, on va monter, on se souhaite, collectivement, on se souhaite de sortir de la précarité et cette sortie de la précarité ne sera pas synonyme de perdre son âme. Nous, c'est vraiment l'endroit, à cause du confinement, sur lequel on est en train de travailler pour le moment. Voilà, et de mettre des choses en place et de se souhaiter de rester tel qu'on est, on sait d'où on vient, on est hyper aligné, mais en même temps de se souhaiter de s'ajouter un petit zéro sur le compte en banque, ça ne nous fera pas de mal en fait. Et vraiment, la société aussi, doit s'organiser. Par exemple, pour une ASBL, les frais de babysitting ne sont pas remboursés comme frais réels. Donc, genre, tu dois trouver une babysitteuse ou un babysitter pour pouvoir aller travailler. Et surtout quand tu es mère célibataire, ce qui est le cas de l'une d'entre nous, c'est insensé que ce ne soit pas déductible en frais réels. Et ça aussi, la demande du cachet qui peut couvrir ça. Et puis, tu vas commencer à te justifier. Et puis, les gens qui te donnent le cachet, ils ne comprennent pas toujours. Enfin, franchement, une fois que tu es mère, honnêtement, c'est là que tu vois le manque d'ouverture d'esprit qu'il y a pour les femmes artistes mères. Surtout les femmes seules, franchement, c'est les héroïnes de la vie. Pour moi, depuis que je suis mère, je trouve ça... Vous êtes vraiment des héroïnes. S'il y en a qui écoutent, c'est incroyable. Et je trouve que la société met énormément de bâtons dans les roues et oblige beaucoup de mamans à arrêter leur passion parce qu'il n'y a juste pas le temps, l'argent. Et donc, tu es obligé d'arrêter ce qui te nourrit ton feu. Il n'y a pas que d'avoir des enfants qui peut te nourrir, en fait. Et surtout quand tu es déjà une femme passionnée à la base. Et ça, vraiment, il faut une révolution là-dedans. C'est pas possible, quoi. Là. Mon coup de gueule. Clairement. Bah, merci. On va s'arrêter là, sauf s'il y a une d'entre vous qui a quelque chose à ajouter. Moi, je veux juste vous dire que ça fait du bien, en fait, Oui. de la distance, malgré les disciplines différentes, etc., de se dire qu'on est quand même dans une même énergie, dans des mêmes questionnements, dans quelque chose qui nous relie quand même, quoi. Ça, je trouve que ça fait du bien, quoi. Ouais, c'est peut-être je sais pas, je vous voyais un échange, vous êtes sur Liège, One Nation et El Slam, et d'un coup je me disais, mais tiens, finalement, ça pourrait être, enfin voilà, d'un coup je me disais, si elles se rencontraient, ces slameuses et ces danseuses, là, ça pourrait être le feu aussi. Et vous êtes juste à côté, quoi. Voilà, et même les KT, tu viens quand tu veux, hein, dès que tu veux te déplacer, on t'attend. J'allais dire, j'espère que je vous rencontre quand vous me reprogrammez en Belgique. Clair et net, qu'on se voit en vrai. J'espère vraiment qu'on pourra reprendre les dates. C'est super dur, franchement, depuis 1 an là. Mais en tout cas, j'espère pouvoir vite revenir en Belgique parce que j'ai que des bêtes de souvenirs à chaque fois que je suis venue jouer là-bas. Et j'ai même fait un atelier de chant. Je suis allée prendre un atelier de chant pendant plus d'1 semaine à Liège. J'ai visité Liège aussi. C'était très cool. Il y a 3-4 ans. Donc, j'espère que je vais revenir. Et si vous venez en Suisse, vous êtes les bienvenus. Allez. Je vous attends. On va aller faire des marches dans la montagne. Libérez-nous. Vas-y, Fatou. Ouais, je voulais juste ajouter quelque chose. Je sais qu'on est sur la notion des collectifs et tout ça, mais je voulais juste big upper Fatima de la Belle Hip Hop qui fait un énorme travail pour les filles et les femmes dans le hip hop en Belgique et internationalement. Et franchement, ces événements, le festival La Belle Hip Hop, pour celles qui écoutent ou ceux qui écoutent et qui ne connaissent pas, allez checker ça parce que son travail est vraiment immense et son travail contre les violences faites contre les femmes aussi. Et voilà, je voulais juste dire ça. Suivez La Belle Hip Hop. Gros big up à Fatima.
Le festival commence le 8 mars, donc la semaine prochaine. Et là, il y a une édition en ligne, j'ai vu qu'il va avoir lieu. Donc, c'est vrai, allez regarder. C'est vraiment une belle programmation et un super événement, quoi. Bon, bonne continuité à toutes et forces. Hein. Ouais, merci à toutes. Merci aux gens qui nous ont regardés, qui ont suivi le live. Et merci également au Centre culturel Jacques Franck qui était partenaire de la diffusion de ce live. À bientôt. Suite. Salut. Merci pour l'invite. Force à tout le monde.